radiopirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Oh, un petit fond automnal. Et Jeff aime vous faire les prédictions. Je n'ai pas les connaissances de Carlos Ramirez, mais j'ai des yeux pour voir. Et d'après AccuWeather, si on regarde les prédictions des 45 prochains jours, je sais, après 3-4 jours, ça commence à être un peu fuzzy, la patente. Mais quand même, il y a un genre de pattern qu'on peut voir. Et c'était la dernière journée chaude de 2024, probablement. Oui. Donc, les bobos montréalais qui ont peur d'avoir chaud. Avez-vous remarqué ça? Hein? Je regardais il y a comme une manifestation qui est prévue pour le climat ou contre les gouvernements et le fait que les gouvernements, semble-t-il, font rien. Et je lisais ce que les bobos montréalais qui vont être de cette marche-là racontent. C'est moi qui me font penser. Parce que c'est drôle, hein? J'ai croisé des fermiers, parce que je suis dans un coin de ferme. Ah oui. Donc, je croise des fermiers. Et les gens me reconnaissent, donc ça, c'est toujours surprenant. Hein? Les gens sont toujours contents de me voir. Donc, il y a une grosse différence entre ce que les médias ont réussi à créer et le monde ordinaire. En tout cas, les fermiers, à chaque fois que j'arrive, « Hey, Jeff! » On se connaît pas, là. Puis, c'est unanime. C'est unanime. La ferme là-bas, Neuville, celle un peu plus loin. Ils prendraient des étés comme ça. Et pourtant, on n'a pas eu super chaud. On a juste eu l'été balancé comme on aime, c'est-à-dire dans un pattern de chaleur très bien, dans un bon, tu sais, des bonnes journées correctes, là, du 27-28. On a eu peut-être une canicule. Une canicule, c'est 3-4 jours. On s'est peut-être même pas rendu à ça, la canicule. Donc, il n'y a pas eu vraiment de feu de forêt. Il n'y a pas eu tout ce qu'on nous annonce. Parce que les bobos montréalais qui nous parlent de climat à longueur de journée, on dirait que c'est comme les Gaulois. On dirait que c'est comme des gens qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Oui. Ils ont vraiment peur pour vrai, là. Je ne sais pas d'où ils prennent cette peur-là, mais il n'y a rien de plus extraordinaire que du beau temps, là. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une journée un peu plus chaude que la normale. Il n'y a rien de plus poche qu'une journée plus froide que la normale. Je ne sais pas d'où ça vient, cette peur-là, mais il y a une crainte. Les bobos montréalais qui vont caler. Je vais finir par la trouver, là. En passant, je suis toujours Team Liso. Encore une fois, elle fait des vidéos pour nous montrer son body shape. C'est le fun, ça. Ah, ouais. Ben, il reste encore du travail, là. Non, je sais bien. Il reste du travail, mais... Non, à part de loin, là. Mais à part de méga obèse, maintenant, à fille grosse. Donc, c'est une grosse amélioration. Il y a du travail à faire, mais ma girl a l'air très motivée. En tout cas, je regarde aller, j'ai écouté son vidéo. Elle est très, très, très motivée. Je ne sais pas si elle est encore végé. Parce que souvent, les végés... les végés ils ont comme des... Non, moi, d'après moi, elle mange juste de la viande à cette heure. Ben, je sais pas, les végés, on a l'impression souvent que les végés sont comme... ils mangent mal. Les végés, on le sait que leurs pets sentent pas bon. Ben, ils mangent mal. Ils mangent... je sais pas, ils mangent... il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le patente. Je sais pas c'est quoi, mais il y avait peut-être trop de pain. Peut-être du... Alors, trop de pois chiches, là. Non. Ben non. Ça, c'est... T'engraisseras pas avec des pois chiches, là. C'est tout ce qu'il y a à côté. C'est qu'il compense avec beaucoup de pain et je pense du gâteau au chocolat. Oh, ouais. Bon, c'est très végé, le gâteau au chocolat. Ben, c'est très végé, le gâteau au chocolat. Il n'y a aucun problème pour un végé de manger du gâteau au chocolat. Donc, si l'huile, tu mets pas de beurre ou rien qui vient de l'animal, mais tu mets de l'huile pour faire le gâteau, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Donc, les bobos montréalais sont... c'est le 27 septembre, la grande manifestation. Ils nous disent 5 ans après... Ben ça, c'est un bout là, du genre de page Facebook. Ce sera au Parc des Braves. Tu peux voir. C'est-tu à Montréal? Le Parc des Braves, tu sais, il y a un Parc des Braves à Québec. Il y a un Parc des Braves à Québec. J'ai resté à côté. Est-ce que c'est le Parc des Braves à Québec? Tu peux voir. Je pense que donc, si tu es capable de vérifier ça. Parc des Braves, mon feeling, c'est Québec.
Donc, ce serait des bobos québécois, ça, c'est des bobos de Québec. 5 ans après les manifestations historiques sur l'urgence climatique, force est de constater que nos gouvernements n'en font pas assez pour accélérer la transition écologique. Après avoir franchi bien plus tôt que prévu le cap des 1,5 degrés, ah ouais, on a franchi ça, l'humanité fait face à de lourdes conséquences qui ne vont que s'aggraver si les gouvernements continuent de se tourner les pouces. Le 27 septembre prochain, tout le monde doit être dans la rue. Le 27 septembre, c'est quoi ça? C'est un vent. Ben oui! Ben oui! Je ne rentre pas travailler, je vais à la manifestation pour le climat. C'est un vendredi. Tu ne prendras pas de congé dans ma banque. Vas-tu oser prendre un congé dans ma banque alors que, comme citoyen, je me lève et que je vais défendre le climat? Bon, une belle journée. Il aurait pu faire ça un samedi? Il aurait pu faire ça un dimanche? Non! Ça, c'est une gang de fonctionnaires. C'est une gang de... On sait bien. C'est la Coalition régionale pour la justice climatique et sociale. OK. Ils ont peur, eux autres. La CDEACF. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur que le ciel leur tombe. Tu sais, dans les livres d'Astérix qu'on a lus, les couleurs étaient belles. Sauf que quand les Français ont fait les films, entre autres, il y en a un de la gang, où le film est un peu moins coloré que les bandes dessinées. Je pense que Depardieu est dedans dans celui-là. Et, il faisait Obélix. Il faisait Obélix, ben oui. Fun, hein? Quelqu'un t'appelle et tu dis, tu vas faire Obélix. Non. Tiger, toi, t'aurais pu faire Idéfix. Ben oui, pas au tipette. Oui. Puis, quand on regarde le film, ils ont l'air d'une gang de cochons. C'est des pas propres et c'est des caves. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. S'ils n'ont pas la potion magique, c'est une gang d'idiots. Là. Le druide donne la potion. Après ça, ils font un lunch. Ils calissent une volée au gars qui joue de la harpe. C'est ça, ils chamaillent. La tâche après un arbre. Ah, c'est une gang de caves. Là. Ça se crie un après l'autre. C'est des sauteux de douche. Ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Finalement, c'est des purs idiots. Là. C'est des pas propres et des idiots. On les aimait, là. C'est ça. Alors que les Romains sont en train de monter un empire. Puis exact. Alors que les Romains sont organisés. Mais là, on est combien de temps avant Jésus? Je pense qu'on est 200 ans avant Jésus-Christ. Ils disent tout le temps au début du livre. Oui, ils disent au début du livre. Je pense qu'on est 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est-tu 77 ans? Ah oui, je pense que c'est ça. Je pense que tu as raison. Avant Jésus-Christ. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est quand les Romains ont dominé la Gaule puis sont montés jusqu'en Angleterre. C'est ça, exact. Donc, il y avait un village qui résistait. Il restait un village. C'est ça, le village des Gaulois, mais il résistait à cause du druide. À cause de la potion. À cause de la potion magique. Pour le reste, c'était une gang de caves. Et c'est drôle parce que je trouve qu'on a l'air de ça un peu. On a l'air un peu... Ben d'abord, on est un peu... plus on avance dans le temps, moins on est propre. Ça, c'est quand même spécial. On est de moins en moins propre. Il faut voir les photos des gens dans les années 50, 60 et 70. Des gens qui étaient pas mal plus pauvres. Et tu regardes le monde, tout le monde est clean, tout le monde fait attention. Hein. Les madames sortent, sont coiffées, sont maquillées. On dirait qu'ils vont à la messe à tous les jours. Ça, c'était l'époque. Aujourd'hui, on a de plus en plus de pas propres. Et en plus, rajouter à ça beaucoup de marginaux qui sont, en plus d'être pas propres, une petite gang de cinglés. Fait que j'ai l'information, c'est 50 BC. C'est 50 BC. Ouais. 50 BC, OK. 50 BC. Donc, c'est un peu ça qu'on a l'air. On a l'air à des gens qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors que quand on parle avec les fermiers, c'est une année exceptionnelle. Et si jamais les changements climatiques, ça donne ça, amenez-en. Je sais que ça n'a pas de lien. OK? Je sais que c'est un pattern météo, puis que quand on est dans le bon côté du pattern, on est chanceux. Quand on est de l'autre côté, on est moins chanceux. D'ailleurs, ce matin, vous voyez les images. Vous voyez les images de Lake Louise. Et il y a une autre place aussi, un autre centre de ski à côté, pas loin. Là. Les pirates de l'Ouest doivent savoir exactement c'est où. Mais tout est blanc, OK? Tout est blanc ce matin, tout est blanc. Donc, on est à la fin août et dans les montagnes, c'est déjà tout blanc. Donc, tu sais, je ne sais pas quoi vous dire sur les changements climatiques. Je le dis souvent, je ne suis pas quelqu'un de borné. Probablement qu'il y a des choses qui changent, puis qu'on est en partie responsable parce qu'on brasse un peu de marbre. Mais je veux dire, pour le reste, je vais répéter pour la millième fois, cette gang-là a peur. Vous auriez droit d'avoir peur si on vous annonçait que dans cette période plus froide, on est dans une période plus froide, il y a un Australien qui le racontait la semaine passée. Il a montré tous les graphiques, puis il a dit,
On était dans une période un peu plus chaude il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 80, 100 ans ou à peu près. Et là, on a eu un genre de creux. On est dans une période plus froide que la normale. Et là, on remonte vers les choses un peu plus normales et on a l'impression que la Terre se réchauffe. Mais lui, il dit, ouais, c'est un scam un peu parce qu'on a comme l'impression qu'on revient juste où on était il n'y a pas si longtemps. 80, 100 ans, c'est hier, ça, c'est à côté. Là. C'est pas du temps, ça. Là. Donc, on revient à la place où on est. Donc, il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas vraiment de changement climatique. Puis, d'autres disent, ben écoute, il y a une correction. Mais imaginez-vous, si on était en plus dans une genre de petite période où il fait plus froid que mettons, la normale, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis on nous annonce qu'on s'en va vers une ère glaciaire. My God! My God! My God! Là, vous pourriez avoir peur. Là, ça veut dire que toutes les places... Nous, si, mettons, on perdait 1,5, 2 degrés de moyenne, nous, ça chamboulerait énormément toute notre agriculture. Donc, notre garde-manger serait probablement détruit par les changements climatiques. Là, on pourrait avoir peur. Mais en ce moment, nous dire qu'avec les changements climatiques, il y aura plus d'asthme, il y aura plus de virus, il y aura plus de ci, il y aura plus de ça. La petite gang de momounes, hey, man up un peu, je vois le vert. C'est ça qu'on a besoin. Les gens crèvent quand il fait frette. Oui. Les gens survivent à la chaleur. Les gens, on est faits pour vivre à la chaleur. Il n'y a aucun problème, les bobos. Calmez-vous une heure. 27 septembre, regarde, prenez de la camomille, puis relaxez un peu, fumez un gros bat. Je sais pas, moi, faites ce que vous avez à faire, mais il n'y a aucune... Au contraire, regardez le genre d'été où on n'a pas brisé aucun record de rien. On a eu un été extraordinaire, puis les fermiers, les maraîchers sont contents. Les maraîchers sont contents, tout le monde est content, donc bravo. Hey, quel est le gros sujet d'aujourd'hui? Il y a 2 gros sujets. D'abord, je voudrais vous dire que c'est je pense que c'est le Journal de Montréal et Le Soleil dans lequel j'ai pogné les 2 nouvelles. C'est parce que je veux vous montrer que on est loin d'être sorti du bois, OK? On est loin d'être sorti du bois. On vous donne des chiffres pour essayer de vous faire croire que l'inflation, c'est fini, tout est sous contrôle, etc. Donc, on est dû pour baisser les taux d'intérêt. Il y aura beaucoup de manipulation. C'est mon côté conspi. Il y aura énormément de manipulation au niveau des chiffres statistiques, probablement, pour essayer de vous faire croire qu'on est aux alentours de 2,5 d'inflation dans le futur. Mais la vérité, c'est que la vie va coûter de plus en plus cher. Et on apprend par le Journal de Montréal, c'est David Descoteaux ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui nous raconte qu'entre autres, Hydro-Québec, on aurait des augmentations. C'est pas pour rien que Fitzgibbon veut s'en aller. Lui, il a dressé les lignes avec des comités et il veut pas être du dévoilement de ces lignes-là officielles. Donc, il va s'en aller avant Fitzgibbon. Fitzgibbon, il va dire, moi, je me sauve, j'ai 71 ans, c'est le temps que je profite de la vie un peu. Le gars va aller faire des croisières, le gars va prendre l'avion, il va faire des rides de moto, il va colisser sa moto électrique par un grand coup de pied dans le cul quand il sera plus ministre. Tu sais, il va avoir une vie, il va avoir une vie de richissime qui veut vivre ses dernières années et il va consommer à la tonne tout ce qu'il ne veut pas que nous, on consomme, OK? Soyez-en sûrs. C'est une belle gang d'hypocrites. Il n'est pas différent des autres. Mais lui, il a concocté un plan avec des comités. Et entre autres, on parle d'augmentation d'à peu près 9 par année du coût de l'électricité. C'est pas vivable, ça. Si en 2035 et en 2040, on n'est pas capable de s'acheter un char à gaz, premièrement, ça se peut qu'il y ait des... ça se peut que les Québécois se soulèvent. Là. Ça se peut que les imbéciles de Québécois qui ont des F-150 et des Silverado puis qui font du 4 roues. Quelqu'un me racontait ça. Il est allé dans son coin au Saguenay en fin de semaine. Je pense qu'il est au Lac-Saint-Jean, entre autres. Il est au Lac-Saint-Jean, il dit « Sa vie comme du monde du Midwest, ça se promène en pick-up, ça se promène en side-by-side, ça se promène en 4 roues, ça se promène en bateau, toutes des affaires à gaz. Mais il déteste Poilievre, il déteste Trump. Puis il vote bloc. Ils votent bloc et ils adorent Kamala Harris, mais ils n'en ont aucune idée pourquoi. Alors, quand le pirate m'a écrit ça, j'étais découragé. J'ai dit, voyons, câlisse. Mais quelle gang de morons, quelle gang de vérité. morons. Ben oui, je le sais, les Québécois sont morons de même. Mais un jour, ils vont se réveiller.
Quand on va leur enlever leur Silverado et leur F-150, puis que ça va leur prendre un Silverado Lightning, pas tant de choses avec batterie, puis qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas capables de tirer tant que ça leur side-by-side. Oh, ils sont capables. Puis oui, ça a de la torque, puis oui, c'est impressionnant quand même, c'est fort, mais s'ils veulent emmener des skidoo à moins 25 degrés à Sazek, ben au lieu de faire 3 heures avec la batterie, ils vont faire 1 heure et quart. Puis quand ils vont se retourner de bord pour voir où la charge, il n'y en aura pas de charge. Et quand ils vont aller à la charge, ben au lieu de coûter rien, comme ils pensaient que ça allait coûter, ben finalement, ça va coûter plus cher que le gaz. OK? Et, ils vont s'ennuyer de payer 150$ la tank de gaz. Je vous le dis, là, en 2035-2040, les salauds de politiciens et les salauds de fonctionnaires vont s'assurer que l'électricité coûte plus cher que le gaz actuellement pour charger vos chars. C'est sûr, sûr, sûr. Donc là, c'est ce qu'on apprend. Donc la folie, autrement dit, c'est l'espèce de folie, puisqu'en ce moment, c'est quoi, genre de 3 % d'augmentation l'électricité par année, à peu près, grosso modo? L'espèce de dérape va commencer en 2028? Ouais, à peu près. À peu près 2028. C'est ce qu'ils disent. Là, du 9 % par année, puis après ça va être la folie, il va pogner là-dedans. Là. Exact. Oh oui, ça, c'est un nouveau pattern. Puis là, on va vous demander, parce que vous avez vu, là, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites avec votre lave-vaisselle. Ils veulent savoir à quelle heure vous prenez vos douches. Ils veulent savoir un paquet d'affaires. Ils veulent savoir un paquet d'affaires pour essayer de changer vos habitudes. Puis probablement vous charger plus cher quand vous utilisez des appareils électriques qui mentent beaucoup, donc il y a peut-être un élément dedans, donc le four, la sécheuse, le lave-vaisselle, etc., etc. Donc, ils vont vous avoir dans le corner. Oubliez ça. L'histoire qu'on a l'électricité la moins chère au monde, en oubliant de mentionner qu'elle est moins chère, mais que dans le budget familial, ça représente une très grosse partie de notre budget parce que nous, on chauffe à partir du mois d'octobre, on chauffe en novembre, on chauffe en décembre, en janvier, en février, en mars, en avril et même des fois les premières semaines de mai. On est obligé de chasser un peu l'humidité qu'il y a dans les maisons quand il ne fait pas chaud. Donc, on oublie ce bout-là. Alors qu'ailleurs, dans les endroits un peu plus où le climat est plus doux, bien, en plus de ne pas avoir à chauffer beaucoup, toute l'utilisation du chauffage se fait avec du gaz naturel. Donc, ils se servent du courant uniquement pour quelques pièces électroménagers, un peu d'éclairage, etc., etc., la télévision, les appareils électroniques, that's it, that's all. Donc, dans le budget, finalement, ça nous coûte pas mal plus cher ici que ça nous coûte ailleurs. Pour avoir une maison ici et une maison ailleurs qui demande une autre source de patente, c'est plus de la climatisation que du chauffage, eh bien, je peux vous dire que pour la même grandeur de maison, ça coûte pas mal moins cher en électricité à l'autre endroit. Ça, c'est quand même bizarre. Mais oui, au kilowattheure, c'est plus cher. Mais en l'utilisation, c'est moins cher. C'est ça qui est quand même assez pété. Hey, donc, l'autre nouvelle que je voulais vous dire, qui est par rapport à celle-là, c'est la ville de Québec. OK, la ville de Québec. Vous savez qu'on rentre à l'automne, là. On rentre à l'automne, les amis. On rentre à l'automne. Et vous allez voir qu'en rentrant à l'automne, on va avoir les nouvelles sur les comptes de taxes. Oh, et là, la rumeur court qu'à Québec, la ville de Québec, il y aurait une augmentation du compte de taxes. On n'a même pas les chiffres. Oh. OK, on n'a pas les chiffres, mais la rumeur court que ce serait une des plus grosses augmentations de l'histoire de la ville de Québec. Ah, moi, je décore. Les dirigeants de la ville de Québec, beaucoup d'imbéciles là-dedans. Là. Tu sais, quand vous avez quelqu'un qui sauve des journalistes quand il se fait poser des questions puis il marche en pingouin, ça, c'est très, très, très inquiétant. Toujours se méfier. D'abord, vous ne pouvez pas être avec une fille qui marche en pingouin. Deuxièmement, si vous êtes une fille, votre chum ne peut pas être votre chum s'il marche en pingouin. Mais nous autres, nos dirigeants marchent en pingouin à ciboire. Marchent en pingouin, ils se sauvent. Donc, Jean-Luc, je pense que c'est ça, Jean-Luc Lachance, le gars se sauve. Il y a un lien entre les pingouins et la ville de Québec. Là. Il y a un lien? Oui, parce qu'on voulait sauver les pingouins, justement, de l'Antarctique. Oui. Il y a un lien direct. Là. Est-ce que les pingouins vont venir, eux autres, avec les Kings ou c'est juste les Panthers? Qui vient avec... C'est les Kings et les Panthers. C'est Boston. Boston et les Panthers. Oui, il y a deux matchs. Il y a deux matchs. Donc, les Kings, en passant, vont rester au manoir Richelieu. OK. Donc, ils vont faire la ride dans l'autobus, mais ils vont être 3-4 jours. Ils vont pratiquer... Je ne sais pas si ce que je dis là est connu dans le coin de Charlevoix,
Mais l'aréna du coin, dans le coin du manoir, il y a une aréna. Là. J'ai déjà joué un tournoi de hockey là. Donc, en haut de la côte. Là. Vous avez en haut de la côte, il y a le concessionnaire, les patentes, il y a Honda pas loin. Donc, il y a une aréna là. J'ai été faire une couple de tournois d'adultes dans ce coin-là. Et c'est là que les Kings vont s'entraîner. Donc, je ne suis pas sûr que les gens de Charlevoix savent ça. Parce qu'ils vont rester au manoir et ils vont jouer au golf. Mhm. Donc, ils vont profiter de cette belle place fantastique qui est le manoir Richelieu et le superbe terrain de golf avec la vue sur le fleuve. Donc, les Kings, sur le bras des contribuables, vont se faire une belle... J'ai même pas le moyen, moi, d'aller au manoir. C'est ça qui est drôle. Donc, les Kings vont prendre nos impôts et nos taxes, donner à PKP pour se faire un beau petit trip, le fun. Et ils vont s'en aller au manoir. Donc, regarde, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Et bravo à François Legault et à toute la gang d'avoir créé cette affaire-là. D'ailleurs, en passant, sondage ce matin, ça va bien. Les Québécois voteraient soit pour le PQ ou soit pour la CAQ. La bonne nouvelle, c'est que QS va nulle part. Les libéraux sont complètement morts. L'effet Rodriguez, c'est l'effet Rodriguez, ça va nulle part. Donc, le virage à gauche très communiste du Parti libéral, c'est une catastrophe. Et la seule bonne nouvelle, c'est que Éric Duhaime monte. Éric Duhaime est à 13 % et Éric Duhaime a toutes les raisons au monde d'être positif sur ce sondage-là. Mais on va vous dire pourquoi. C'est qu'il n'y a aucune couverture médiatique ou presque. Oui, de temps en temps, mais je veux dire, si tu compares aux autres, il n'y en a pas. Puis c'est un peu normal parce qu'il n'y a pas de députés. Mais dans le fond, il devrait y avoir de la couverture parce que c'est toujours Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec qui amènent l'autre côté de la pièce. Comprends, là? Nous autres, on regarde toujours le même bord parce que les 4 partis politiques sont pareils. Puis Éric arrive toujours avec la twist, l'autre bord. Si j'étais dans les médias, j'étais journaliste, je donnerais beaucoup de temps au Parti conservateur parce qu'il nous amène un peu de viande, un peu de stock différent. Donc, écoutez, si jamais il y a à un moment donné un élu, 2, 3, 4 élus, je pense que ça va être le début de quelque chose pour le Québec. Peut-être que ça va être un genre de réveil. Les Québécois sont durs à shaker. Ils sont durs à shaker. Ils sont vraiment, vraiment durs parce que là, on va avoir une des plus grosses hausses. Puis moi, je pense que d'autres villes vont subir également des hausses incroyables à l'automne qui s'en vient pour le 1er janvier. La raison, c'est qu'on est en perte de contrôle avec l'inflation. Les salaires sont démesurés. Les coûts des projets sont complètement démesurés. Si vous pensez qu'on en a fini avec l'inflation, les amis, j'ai l'impression que vous allez avoir un 2 minutes tantôt. OK, ben voilà pour Jeff Liberté, version pour Radio Pirate gratis. Je peux pas toujours dire cheap, mais je sais que ça vous dérange pas parce que quand je vous rencontre, vous êtes fiers de le dire. Donc, vous êtes salués. Si vous êtes Prime, ça vous tente de devenir Prime, vous allez avoir du boursicotage, hein, Jerry? Vous allez avoir du boursicotage dans le Prime. Beaucoup de stock. Mais pour la gang qui sont là gratuitement avec nous autres ce midi, on a Max Truman qui revient. Oh yes! Et on a bien sûr Joe Hamel parce qu'on est le mercredi. Radiopirate.com. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Ça vous tente de voir, d'abord de vous identifier, d'être dans la bonne gang de pirates. On a encore des casquettes du côté du bar Vegas. Allez voir notre chum Ricky et son staff, super de beau bar. Boulevard Sainte-Anne à Québec. Donc, si vous voulez avoir les casquettes restantes, dépêchez-vous. Allez faire un tour. Vous allez avoir des gens qui vont vous faire des thumbs up et vous allez avoir des gens qui vont vous faire des gros yeux. Allez vous identifier avec la casquette de Radio Pirate. Dans la boîte, aujourd'hui, petites affaires à jaser, plusieurs sujets, bien sûr. On aura du boursicotage dans le prochain podcast avec notre chum Jerry, le boursicoteur. Mais avant, je veux vous donner... Parce que tantôt, dans le Jeff Liberté, pour commencer, je vous ai parlé qu'on aurait un genre... que c'était pas fini. Si vous pensez que vous avez des pressions sur votre budget, puis... je pose une question comme ça. Tu sais, je voyais que dans certaines régions du Québec, entre autres la région de Montréal et la région de Québec, il y a énormément de pression sur le système scolaire pour essayer d'entrer le nouveau nombre d'étudiants qu'on a. On parle, les chiffres que nous avons, c'est la région de Québec hier.
il y a 4000 étudiants de plus dans les écoles primaires et secondaires, OK? Donc, il y a 4000 de plus que l'an passé. C'est beaucoup. Donc, ils ne sont pas capables de fournir. Il manque d'espace. Toutes les demandes qui ont été faites, soit pour des nouvelles écoles ou encore agrandir l'école ou rénover l'école, ont été refusées parce qu'on donne de l'argent à Nordvolt, on donne de l'argent. Il y en a qui vont dire « Ah, ça, c'est des raccourcis. » Non, ce n'est pas des raccourcis. On est sur le climat, on est sur des histoires, toutes les patentes green folles. On est en train de mettre de l'argent dans des compagnies comme, la gang d'autobus, là. La gang d'autobus scolaires, là, électriques, là. Lyon Électrique. On met de l'argent là-dedans. La compagnie est en train de s'en aller chez Yaub. C'est une faillite quasiment technique, cette affaire-là. C'est quasiment à la fin, c'est quasiment à la mort. En même temps qu'on subventionne cette compagnie-là, on donne des subventions aux compagnies de transport scolaire qui ne sont pas capables de payer les maudites autobus électriques parce qu'ils sont 3, 4, même 5 fois plus chers qu'un autobus traditionnel au diesel. Et en plus, on les subventionne pour installer des charges dans leur place où la compagnie est. Donc, c'est triple subvention pour des hosties de folie, là. Mais quand quelqu'un dit « Ouais, on aurait besoin de grossir l'école parce qu'on a 250 étudiants de plus dans notre commission scolaire, puis on a 2 coins de la ville où il y a vraiment 250 de plus par école. Ah non, on n'a pas d'argent. » Ouais. Ça, c'est des choix. C'est pas parce qu'il manque de cash. Il y a 158 milliards de dépenses dans le budget du gouvernement du Québec. 158 000 millions de dollars. Je comprends qu'une grosse partie de celle-là s'en va en salaire. On crée des jobs, on produit absolument rien, on produit de la chenoute. Mais quand on a besoin de choses qui sont des choses réelles pour le monde, là, comme par hasard, on n'a pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a 4000 étudiants de plus? L'immigration. Montréal, c'est très bien ce que Québec vit. Montréal l'a vécu il y a des années avant Québec. Mais on pensait que Québec était comme trop loin, je sais pas trop petite, pas vraiment d'attrait pour les immigrants. Mais tout ça a changé quand il y a eu, là, on le voit, c'est par... J'étais au Saguenay, j'ai vu un paquet d'immigrants. Là, je veux dire, donc, ça semble être au Québec à grandeur parce que il n'y a plus personne pour prendre les jobs. Entre autres, les jobs au gouvernement. Les jobs au gouvernement, qui prennent ces jobs-là, maintenant, c'est des gens de l'Afrique. Parce qu'ils ont été à l'école. Ils ont des diplômes. Ils ont une formation en informatique. Ils ont telle affaire, ils ont telle chose. Et c'est eux qui travaillent maintenant au gouvernement. Puis en plus, les gouvernements font par exprès. Parce que si vous êtes un homme hétéro-blanc, t'as moins de chance, c'est ça. C'est pas que t'as moins de chance. T'as 0 chance. OK. Ouais. T'as 0 chance. Les postes ne sont pas ouverts pour toi. OK? Ils sont ouverts pour... La diversité. Pour la diversité. Oui. DEI. C'est ça, madame. Et on est encore là-dedans en passant. C'est loin d'être fini. À un moment donné, les femmes étaient comme... exclus de cette maladie-là. Mais maintenant, les femmes blanches hétéros sont maintenant là-dedans aussi. On le sait, on l'a vu dans la police, on l'a vu dans un paquet de places. Et même maintenant, les hommes blancs homo. Parce que pour faire de la place à l'homme blanc qu'on ne sait pas trop son genre, mais qu'il veut devenir une femme, puis etc., etc. Lui, il est correct. Mais l'homme ordinaire, blanc, homo, qui est avec son chum, là, tu sais. Il est trop straight, lui. Ben trop straight. Ben trop straight. Ben trop straight. Si de nos cours, il le dit. On veut il dit, on est rendu que nous, on est rendu des straight. Il le dit. Bravo à lui, il le dit. Bon, bravo. Il le dit. C'est le même. Donc, on a fait quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des milliers de personnes qui sont parties à la retraite, et ces gens-là, par les programmes complètement débiles, et surtout, c'est des programmes dégueulasses parce que
on est en train de prioriser quelqu'un par rapport à un autre. Non pas en fonction de comment compétent il est, mais en fonction de avec qui il couche, de quoi il a l'air, c'est quoi son genre ou le genre qui se donne. Il vient de quel pays, il est de quelle couleur. Tu sais, ça veut dire c'est complètement crazy. Et on laisse de côté probablement souvent des meilleurs candidats ou candidates. Peut-être pas toujours le cas. Il y a des gens de couleur, il y a des gens qui arrivent d'ailleurs qui gagnent au mérite leur poste. Mais ils sont quand même avantagés par les règles, on s'entend? Parce que si vous enlevez la moitié des CV de gens qui sont blancs et ordinaires, du monde ordinaire, ben, je veux dire, vous êtes quand même avantagés quand il y a quelques postes qui s'ouvrent. Là, c'est clair. Donc, ça a eu quoi comme conséquence? C'est que la région de Québec est complètement transformée. La région de Québec est complètement transformée. Je suis allé au bar Vegas. Je passais dans le coin que tu connais très bien, où ton Super C. Le bas de Beauport. Le bas de Beauport. Donc, je passe à côté de l'hôpital. C'est ça. Je passe sur... c'est quoi, c'est mon fils, là? Oui, oui. Donc, je passe sur mon fils. Je m'en vais sur de la Canardière / Boulevard Sainte-Anne. Et je regarde tout ça, puis tabarnache. Le coin a complètement changé. Pourtant, c'est un coin que je connais extrêmement bien. Quand mon père était très malade, pendant des années de temps, il était à cet hôpital-là. Donc, j'étais là quasiment tous les jours. OK? Pendant facilement, quasiment... Bon, il a été 5 fois en 2 ans, là, des longues périodes. Donc, j'étais là souvent. C'est un coin que je connais très bien. Pas autant que Jerry qui avait son commerce à côté. Mais c'est un coin que je connais bien. Mais le coin est complètement chambardé, complètement changé. Il est métissé à mort. Rien contre ça. Sauf que c'est un... Et là, ces immigrants-là, ils font quoi? Contrairement aux Québécois, ils font des enfants. Et les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école à un moment donné. Là. Mon fils le vit très, très... Il le vit, là. À un moment donné, sa classe a une limite à mettre des pupitres, là. Ben oui. Ils ont un problème. Et les immigrants arrivent une petite école. Et les immigrants arrivent tout le long de l'année en passant. Là. Oui. C'est pas à la rentrée. Là. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver dans 1 mois. Il y en a d'autres qui vont arriver dans 2 mois. Après Noël, il va y en avoir encore une dizaine dans telle école. Ils arrivent tout le temps, ces autres-là. Là. Ça finit pas. Là. Mais je regarde ça. Là. Ils sont-ils sur le bord de crisser le camp? Les immigrants? Ouais. Je peux pas tolérer ça. Hein. Tu t'en vas pas d'une place. Je comprends qu'ils sont partis d'une place où il y avait toutes sortes d'affaires. Là. Mais tu peux pas t'en aller d'une place qui coûte cher de même. Je veux dire, tu peux. Tu sais, tu fais quoi là? Oui, tu pars de la pauvreté, mais tu te ramasses dans la pauvreté où tout coûte extrêmement cher. Tu te dis, mais je m'en sortirai jamais. Combien de ces gens-là regrettent d'être venus ici? Combien de ces gens-là regrettent d'être venus ici? Tu sais, je vous ai parlé tantôt de Hydro-Québec qui va doubler, d'après David Técoto du Journal de Montréal. Donc, d'ici quelques années, le compte, ça vous coûte 2 000 pour éclairer l'eau chaude, chauffer, etc. Ça vous coûte 2 000. Vous avez une petite maison, 2 000. Mettons 3 000. Ça va vous coûter 5-6 000. Net. Ça, c'est juste pour l'énergie. Là. Et je ne suis pas en train de calculer le char électrique qu'ils vont vous forcer à acheter. Là. Un char électrique chinois qui devrait être à 15 000 que vous allez payer avec les taxes 37 000. Donc, il va y avoir le double. Il va y avoir une taxe, un tarif douanier de 100 % plus un 15 % de taxe sur le montant initial et le tarif douanier. Vous me suivez? Mettons-le à 20 000, faisons le calcul. OK? Les enfants de chiennes, pour protéger les lobbyistes de l'industrie automobile nord-américaine, coréenne, japonaise et allemande. Et aussi, on va peut-être même embarquer Tesla là-dedans, quoi qu'ils n'aiment pas bien depuis que Musk a X. Mais cette industrie-là a des lobbyistes pour essayer de se protéger. Et ils veulent se protéger des Chinois. Et là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils demandent des tarifs. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Donc là, la voiture à 20 000, qui était finalement une voiture green, parce qu'ils nous disent qu'ils sont green et qu'il faut sauver la planète. Finalement, ils s'en calissent de la planète. Parce qu'ils veulent protéger l'industrie automobile du gaz. Ils sont durs à suivre. Là. Donc, ils ont dit, on va mettre une taxe tarifaire de 100 %. Ça veut dire que la voiture passe à
Au lieu qu'elle vous coûte 20 000 plus TPS, TVQ, donc la voiture vous revient à 23 000. Et là, maintenant, la voiture, elle va vous coûter 40 000 plus 15 %. Donc, ça veut dire qu'elle va vous coûter combien? Elle va vous coûter 46 000. Donc, elle va vous coûter 23 000 de plus. Alors qu'elle devrait vous coûter 23 000. Bien, ça, c'est dans le budget aussi, là. L'hydro qui... Parce que là, vous êtes content. J'ai un char électrique. Je l'ai finalement, mon char électrique. Il n'est pas cher. Tu as 46 000. Il est cher. Il est 23 000 de plus. Et là, ben, vu que vous êtes forcé d'avoir un char électrique, vous dites, chargez-vous chez vous. Vous êtes libérés des salauds de pétrolière. Alors que ce qui coûte cher dans le pétrole quand je vais me tanker, c'est les calices de taxes du gouvernement fédéral et provincial. Mais faites-vous-en pas. Moi, je vous le dis, vous allez vous ennuyer de votre tank de gaz. Moi, c'est un des pires moments de la semaine. Quand je vais tanker le gaz, j'ai ça. Il n'y a rien que j'ai. Parce que je sais que la moitié du 80$ s'en va dans les poches faut pas y des penser. Incompétents de politiciens Je sais, faut pas y penser. et de fonctionnaires. En plus de m'imposer à l'os, en plus de me charger partout. À chaque semaine, je vais leur donner un 40$, puis ma blonde lui donne un 40$. Les salauds. Enfants de chienne. Constructeurs de pauvres. Aux esclaves s'en vont à l'essence, vont à queue leu au Costco pour épargner 9 cents le litre. Gang de losers. Parle des gouvernements, parle des politiciens, des politicos, de cette gang-là qui vous rend de plus en plus pauvres. Donc, l'Hydro-Québec, wow, OK, Hydro-Québec va doubler. Mais là, là-dedans, le char n'est pas là. Un jour, on aura des chars électriques, on n'aura plus besoin de payer 80$ pour charger notre char. Ah ouais? On s'en parle. Moi, je pense que ce que David Descoteaux nous annonce ce matin, là, oui. Ça veut dire que ce qui coûte 3 000 va coûter 6. Rajoutez les chars là-dessus. Là. Vous allez être rendu à 10 000 d'hydro. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Et le commercial a passé au cash aussi. La planète s'en crisse, là. C'est que le 12 milliards qui s'en allait dans des pétrolières, ils veulent la revoir, plus le taxer à l'os. Tu disais? Dans le commercial, l'électricité, ils ont eu un coût, eux autres. Ben oui. Oui, ils ont eu une méchante augmentation, eux autres, là. Les résidentiels, il y a un prix. Mais le commercial, le commercial, ils font tout pour que le commerce... Avez-vous, t'as vu le taux de chômage? T'as vu le taux de chômage? On est parti de 4 points quelque chose, on est rendu à 5,7 % au Québec. Personne ne se rend compte de ça, là. Mais on est sur le bord d'avoir 1,5 % de plus de chômeurs en ce moment-là. Donc, il se passe quelque chose. Les gens qui cherchent des jobs, demandez-leur voir s'ils trouvent facilement des jobs. Hein. Pas facile. Des jobs avec des bonnes conditions. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a pas mal? Il n'y en a pas tant que ça. Donc, je vous ai parlé de l'augmentation des villes qui s'en vient pour les taxes municipales. On parle d'un choc du côté de Québec. OK, on n'a pas les chiffres. C'est fun. Mais la rumeur, il y a un pingouin qui marche et qui se sauve. Il ne sauve pas pour rien, le pingouin. Là. Puis le maire, lui, est malade. Et le maire est malade, mais il a été vu à faire du jogging le matin. Bon. Il va prendre l'air pareil. Mais il va partir en voyage. Ça, c'est sûr. Il va partir en voyage. Et c'est pas fini. Les fameuses taxes de bienvenue. Ah, il dort tellement dur. Pas tipette. Regarde. C'est parce que la maman vient chercher le petit pet pour une petite marche. Ben oui. Donc, là, on apprend. Vous savez, la fameuse taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue. Je le sais, c'est pour le nom du gars qui y a pensé. La taxe de mutation. OK? La taxe de bienvenue. Une des taxes les plus salopes qu'il ne peut pas y avoir. Un des pires vols qu'il ne peut pas avoir. Au moins, si la taxe de mutation... Je dis ça de même. Là, si la taxe de mutation était chargée une seule fois sur une bâtisse, vous diriez, au moins, c'est pas pire. Là, t'sais. Non. À chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, la ville vient vous voler des milliers de dollars que vous devez financer souvent dans l'hypothèque de votre maison.
Et on apprend aujourd'hui que la Ville de Québec, parce que des maisons de 500 000 et plus, avant, là, il y a quelques années, des maisons de 500 000, on pouvait les compter sur le bout de nos doigts. Mais maintenant, des bungalows finis qui ont coûté 10 000 $ à la construction avec le terrain. Les mêmes bungalows qui n'ont pas été nécessairement... Je n'ai vu un hier. Stéphane Brouillard m'a montré ça. Là. Le bungalow des années début 70. Là. Oh oui. Cuisine un peu en couloir dans le bungalow et laveuse sécheuse carrément en avant du four. Là. Mais la maison va se vendre 429 000. Là. Il y a 100 000 à mettre dedans là, en rénovation. Tu ne peux pas vivre là-dedans. C'est la même maison que quand elle a été bâtie. Tu ne peux pas vivre là-dedans. Faut que tu rénoves. Il y a un autre 100 000 à mettre. Ailleurs, ça devrait coûter 40 000. Oh oui. Mais ici, ça coûte 100 000 rénover ça. Moi, je pensais que ma maison valait 300. Puis j'ai fait un saut. Ben dans déjà, à 300, t'étais surpris. Non, mais j'étais très surpris, mais c'est pas 300. Ils se vendent à 360. Exact. Tu viens de gagner 60 dans l'espace de quelques temps. Et tu me dis, j'ai une petite maison. Oh, j'ai une petite maison. J'ai une pinte de lait, là. Donc, Mais Christophe, tu veux dire, c'est quoi cette patente-là? donc 500 000, on s'entend que ça ne prend pas grand-chose Ça- non, maintenant c'est ça. pour avoir une maison à 500 000. là. C'est rien, 500 000. Donc, les maisons de 500 000 Ah oui. et plus vont avoir une augmentation en pourcentage de la taxe de bienvenue, de la taxe de mutation. L'affaire de péquiste, en passant. Encore une affaire de péquiste. Oui, c'est encore ça. une péquisterie de marde. Ça, c'est une péquisterie du premier mandat Lévesque de 1976. Imagine. Mhm. Donc, la Ville de Québec frappe sur les maisons. Eux autres, ils disent, les maisons de 500 000 et plus, c'est des maisons de riches. C'était vrai avant que c'était des maisons de riches, les maisons de 500 000. Mais plus aujourd'hui, maudit, je vois le faire. C'est plus des maisons de riches aujourd'hui. C'est des maisons bien ordinaires, même que ça fait mal au cœur de payer 650 000. Tu dis, oh, Chris, cette maison-là vaut 250. Mais non, elle vaut... On est dans une bulle immobilière en ce moment, OK? On est dans une bulle. Là-dedans qu'on est. Donc, les propriétés de 500 000 et plus, c'est le FM 93 qui a sorti ça hier. Donc, 500 000 et plus, il y aurait une augmentation du taux de taxation de la taxe de bienvenue qui passerait de 2 à 2,5 % pour les maisons entre 500 000 et 750 000. Et les maisons de 750 000, encore là, j'ai vu hier des maisons dans la liste que Stéphane Bruyère m'a donnée, des maisons de 750 000, que je ne donnerais même pas 350 pour. Mais c'est le prix maintenant. Eh bien, la taxe de bienvenue pour ces maisons-là, elle est maintenant de 3 %. OK? Et pour la Ville, ce changement-là de 0,5, pour vous montrer qu'il y a du monde qui va payer ça. Là. Pour la Ville, ce sera des revenus supplémentaires qui vont certainement bien dépenser de 1,3 million de dollars. Ce qui m'écoeure un peu dans ce texte-là, c'est que ça dit que c'est des revenus supplémentaires pour la Ville. Mais c'est quand même 1,3 million de dollars qui ne sera plus dans les poches des gens et qui ne sera plus dans les commerces, qui ne sera plus dans les activités de quartier, qui ne sera plus... Tu sais, quand on t'enlève de l'argent, quand le gouvernement t'en enlève via Hydro, via les taxes, la Ville fait la même chose, etc., qu'on se rend compte que finalement, la même vie, nous coûte 2500, 3000 piastres de plus cette année que l'année passée. La même vie, sans qu'on parle de bouffe, de loyer, de voiture, juste en taxes, puis tout ce que le gouvernement et les villes nous demandent. Je comprends qu'une taxe de bienvenue, tu ne payes pas ça à chaque année. Je comprends que c'est juste... Non, mais pour beaucoup de monde, ta finance. Ben oui, ta finance. Ben oui, ta finance. Ben oui, ta finance. C'est sûr. Donc, la taxe de bienvenue, là, regarde au bout de comment elle te coûte. Ben oui. Donc... L'argent tombe pas du ciel. Là. L'argent est financé. Là. Le garçon calcule là, une taxe de bienvenue sur 500 000 à 2 %. Ça veut dire 1 %, c'est 500 000, ça veut dire c'est 5 000. 5 000 fois 2, c'est 10 000. Oui, c'est 10 000. OK? Bien là, maintenant, au lieu d'être 10 000, qui est déjà... C'est un vol. C'est carrément un crise de vol. Là. Bien là, ça va être 12 500. Là. C'est ça. Boum!
en 2005, boum. Timé dirait du monde avec des cagoules. C'est exactement ce que Timé nous a dit hier. Du monde avec des cagoules, je vais le faire. Du monde avec des cagoules. Eh bien voilà pour la poubelle de Radio Pirate pour nos amis Cheap. Joe Hamel et Max Truman à venir. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Notre chum Joe Hamel, parce qu'on est mercredi. Joe, t'es salué. Tout se passe bien de ton bord? Ça roule, ça roule. Un peu de brassage sur les réseaux sociaux avec de plus en plus de vidéos. Ouais, c'est mon rant matinal en allant chercher le café sur TikTok. J'aime Qu'est-ce bien la qui est arrivé? fonctionnalité que tu peux répondre à un commentaire en vidéo. Tu sais, puis là, tu as le commentaire qui est comme dans l'écran. Fait que ça donne un petit contexte. C'est vrai, c'est bon. Et c'était quoi l'histoire? Qu'est-ce qui... Évidemment, c'est tu te rappelles, la réplique traditionnelle. Ben là, si t'es pas content, t'as le choix de déménager. On va faire un GoFundMe. Non, tu vas pas faire aucun GoFundMe pour que je déménage 17. Là. Si mon bill de carte de crédit mensuel est à peu près la moitié de ton salaire annuel. Là. Bon, c'est toi. Bon. T'es même pris en grippe par notre chum Lobby de Montréal, qui... Ça, c'est quel enfant de chienne, ça, hein? En plus, on voit sa face. T'as vu, c'est un gros tabarnak, ça, là. Oui, regarde. Méga loser, pas capable de mettre... mais regarde, on le salue. Tu sais, un gars avec de la barbe, tu sais, du neck bird jamais rasé, là. Oui, pas propre. Pas propre. Hey, ton premier sujet est bon parce que je l'avais mis dans ma liste de sujets, mais je me prends toujours d'une petite liste pour te jaser de quelques affaires. Je veux que tu me racontes un peu comment tu vois l'arrestation du gars de Telegram, le Russe. Russe qui a déjà fait un finger à Poutine, qui semble avoir aidé l'Ukraine un peu, pas mal, a dû se sauver à un moment donné et s'établir en France, tient à ce que son réseau social soit encrypté au complet pour qu'on soit privé à 100%. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Bien, il est devenu un peu l'ennemi de beaucoup d'administrations, de beaucoup de gouvernements, parce que les gouvernements veulent mettre la main sur tout ce qui se dit, entre autres pour les guerres, puis un paquet de gens qui utilisent Telegram justement pour être le plus sécure possible. Macron, là-dedans, dit que c'est pas il n'a pas été arrêté pour des raisons politiques, mais là, quand on regarde les accusations, il y en a pas mal là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette arrestation-là? Est-ce que les Américains sont derrière ça aussi? Est-ce que c'est juste les Français? Plusieurs disent que ce serait peut-être la CIA qui serait derrière ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Écoute, c'est t'as l'initiative, ce qu'on appelle le Five Eyes, là, je pense que c'est la France, l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, donc tous les services de renseignement qui sont mis à contribution pour espionner, arrêter des gens, bref. Mais je pense qu'il faut prendre un petit pas de recul sur cet enjeu-là et faire un petit parallèle historique. Là, la guerre contre l'encryption, ça remonte à longtemps. En fait, ça remonte au début... je te dirais milieu des années 80 et début des années 90, c'est un combat que les innovateurs en informatique, les premiers bâtisseurs, si tu veux, de l'Internet tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un combat qui avait été gagné. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de barrières, je te dirais, à l'encryption. C'est quand je parlais de Bitcoin, je faisais des conférences ou je faisais des formations là-dessus. C'est un aspect important de Bitcoin, l'encryption informatique moderne, c'est une partie intégrante de notre vie numérique. Vous l'utilisez pour acheter des choses en ligne, vous l'utilisez pour faire votre banking. Quand vous avez votre téléphone, même je pense que maintenant Messenger est encrypté point à point, c'est-à-dire qu'une connexion encryptée entre les deux personnes qui chattent. Donc, il n'y a personne qui peut se mettre entre les deux
Facebook peut pas sneaker vos messages, si vous voulez, puis ça, on peut vérifier. Il y a une preuve cryptographique de ça. Là. Donc ça, c'est quand même un pas pire rabbit hole, là, apprendre comment l'encryption informatique fonctionne, puis à quel point que c'est sécure aussi, parce que y a toujours l'espèce de prétention que, on a toujours des exemples dans un film où tu as une espèce de crack qui va briser un mot de passe en 2 minutes. Là. Mais en réalité, l'encryption informatique moderne, c'est pas brisable. Là. Il n'y a pas, selon les méthodes, selon les moyens qu'on a aujourd'hui, juste briser le mot de passe de votre iPhone, là, s'il est barré, ben, ça pourrait prendre des dizaines, voire des centaines d'années là, de calcul. Là. Donc, ça, je pense qu'il faut garder en tête à quel point c'est puissant, puis ça permet à des gens d'échanger de manière privée d'une personne à l'autre. Puis ce groupe-là, comme je te parle, qui était un peu des activistes pour l'encryption dans les années 90-2000, c'est ce qu'on appelle les cypherpunks. Cypher, ça veut dire c'est un bout de texte encrypté. Et il y a un manifeste là, que j'ai tweeté tantôt. Il y a un de ces gars-là qui avait fait un manifeste des cypherpunks. Et la première ligne est vraiment importante. La première phrase est importante. Le droit à la vie privée dans le domaine numérique est essentiel. La vie privée, une conversation privée, ça veut pas dire nécessairement... oui, c'est par définition secret, mais ça veut pas dire que tu as quelque chose à cacher. Ouais. Donc, tous les gens, en fait, par définition, on a des conversations privées. Pourquoi? Parce que si tout le monde le savait, ça ne fonctionnerait pas. Donc, l'idée d'avoir des méthodes d'encryption qui sécurisent des outils de communication pour qu'ils demeurent privés, ça ne veut pas dire, c'est pas condition sine qua non à ce que ça soit utilisé par des groupes terroristes, criminels ou... les pédos. Exactement. Puis les accusations contre Pavel Durov, c'est ça. Avoir permis à des groupes criminels d'échanger ou faire du commerce. Il y a des accusations d'échange d'images pornographiques ils tiennent responsable quasiment de victimes de guerre, puis après ça, de vol, parce que les vendeurs de drogue utilisent ça, on s'entend, ils vont prendre le réseau le plus fiable. Donc, ils l'accusent par la bande quasiment de tout ça. Ouais. Ça veut dire que Samuel Colt est responsable de tous les meurtres par arme à feu depuis 250 ans? Ça veut-tu dire que, je veux dire, c'est un raccourci incroyable, puis il y a une espèce, écoute, d'après ce que j'ai lu, il y a une espèce d'entrapment, là, c'est-à-dire que lui, il aurait été attiré par un faux rendez-vous avec le président ou quelque chose comme ça, puis vu que lui, c'est déjà un ennemi du régime russe, là. C'est déjà un ennemi du régime russe qui est pas mal plus dangereux que les nôtres. Là, ils ont des agents qui peuvent vous assassiner un peu partout dans le monde, on l'a vu. Ben oui. Je rappelle, il y avait des gens qui avaient été empoisonnés. C'est quasiment un peu surprenant qu'ils soient déjà encore vivants. Exact. Fait que, il y a ça, derrière ça, il y a comme je te dis, j'ai un peu tracé le parallèle historique de la guerre contre l'encryption. Puis plus récemment, je te dirais que ça a évolué avec la gauche autoritaire qui veut probablement contrôler l'Internet parce qu'elle perd le contrôle du discours en ligne. On le voit, là, la loi C10 ici au Canada, on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe en Angleterre. Donc, tout ça, c'est vraiment... Avant, c'était plus, je te dirais, ceux qui poussaient pour ça, c'était plus les services de police, c'était plus law enforcement. Là, c'était très... le FBI, mettons, il arrive avec quelque chose, je veux avoir accès vite à toutes les données de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, ça fait partie intégrante du discours politique de la gauche autoritaire pour écraser les mouvements de contestation qui sont maintenant, tu sais, le populisme moderne s'exprime sur Internet. Donc, je pense que c'est ça Puis je répète, moi, il parlait toujours de TikTok, c'est une espèce de cheval de Troie chinois. Moi, je pense que ce qu'ils ont peur de ces plateformes-là, c'est l'émergence d'une armée de créateurs organiques qui, par définition, sont un peu critiques ou même beaucoup critiques de l'establishment. Oui, c'est carrément ça. Il y a une affaire qui s'ajoute dans le dossier de Durov. C'est le journal Le Monde qui a sorti ça. C'est que Durov a rencontré plusieurs fois Macron en privé. Ah ouais? Ben oui, parce que quand il a eu sa nationalité française en 2021. Puis il a eu je pense qu'il a eu le passeport, là, le passeport français. Et il y a eu un genre de, comment dire, il a été élu étranger émérite par la France. Et il y avait un genre de certificat qu'ils ont donné qui marquait qu'il contribuait au rayonnement de la France. Wow. Lui puis Macron se sont rencontrés plusieurs fois dans les dernières années. Mais je comprends pas. C'est ce bout-là que je trouve bizarre. L'autre bout qui va un peu ensemble.
c'est comme tu dis, c'est un peu, ils ont le même ennemi. Là. Je comprends que Macron était capable de parler à Poutine, puis qu'il y avait espoir et tout. Là. Mais je veux dire, l'Occident est en guerre contre la Russie. Le gars, il fait un finger à Poutine. Ils sont dans la même équipe. Il dit, moi, je suis pro-Ukraine, etc. Oui. Pourquoi tout d'un coup, je comprends très bien ton point, mais pourquoi tout d'un coup, il devient si dangereux au point de l'arrêter? C'est quand même... Tu sais, le symbole qu'il y a derrière ça, il faudrait voir hier le tweet de Macron en français et en anglais et voir comment ce tweet-là, d'abord, était bourré de mensonges. Et deuxièmement, est-ce que les gens répondaient autant en France que pour celui écrit en français que celui qui était pour le reste du monde? Les commentaires sont l'enfer. Ils ne gagnent pas à essayer d'arrêter des gars de même. Ils ne gagnent rien. Ils n'ont pas de soutien. C'est ça, c'est vraiment la fin de régime pour... Puis Macron, c'est un exemple parfait, là, comme Trudeau... comme la fin du régime Biden, qui est par définition une extension du régime Obama. Là. Ils n'ont pas de soutien organique dans la population pour ces affaires-là. En fait, c'est pas une... Penses-tu que c'est vraiment dans les préoccupations du citoyen moyen qu'il y a peut-être quelques groupes criminels organisés sur Telegram? Tout le monde s'en sac, esti. Puis en passant, ce qui finance le plus les organisations criminelles, ils sont pas dans Bitcoin puis dans les autres cryptos. Quand ils se ramassent assez gros, ils sont à travers le système bancaire traditionnel. Il n'y a pas une grande banque mondiale qui n'a pas été inculpée puis condamnée pour justement du trafic de toutes sortes, du blanchiment d'argent, etc. Fait que la très grande partie du crime en mondial se fait à travers les réseaux cellulaires puis les canaux bancaires traditionnels. Fait que cette espèce de déchirage de chemise-là, de pearl clutching, de dire qu'on va arrêter une espèce de tête dirigeante de réseau occulte, alors que le gars a juste développé un outil de communication, ça n'a aucun sens. Hein. Mais le feeling, je dis ça de même, là. Je pense... le feeling que ça donne, là, c'est que le gars, c'est l'ennemi de Poutine. Mais vu que tu es l'ennemi de Poutine, ben, tu vas travailler pour nous autres. Lui, il dit non, moi, pas à cause que je suis ennemi de Poutine que je vais être ami de Macron. Ouais. Autrement dit, est-ce que des gouvernements... backdoor, là, c'est ça, voilà, est-ce que les gouvernements, justement, les services secrets, les gouvernements, les Américains, les Français, les ça, ils ont dit, ben, OK, toi, tu as tes entrées, tu as beaucoup de monde sur ta plateforme, on pourrait te servir de ta plateforme pour sneaker. Ça se peut-tu, ça? Ouais, ça se peut. Puis lui, il y a quelque chose derrière. Lui, il dit finger. Ouais. Genre, tu ne veux pas nous aider, on te jette en dessous du boss, peut-être. Là. Voilà, cette génération-là d'entrepreneurs techno, puis celle avant, là, que je t'ai parlé tantôt, qui était un peu comme à l'origine. Puis ces gars-là, c'était pas des activistes dans leur sous-sol. Tu avais genre un numéro 2 de Sun Microsystems, tu avais des chercheurs universitaires. C'était une résistance organisée par des très grands noms de l'industrie. Puis je pense que tu as vu, tu parlais hier du pivot de Mark Zuckerberg. Les débuts de Facebook, puis les débuts de Google, tout ça, ces gens-là adhéraient quand même à plus une école de, disons, hacker dans un sens positif du terme. Là. C'était des gens qui repoussaient, c'était très rebelle, si tu veux, comme moyen d'affaires. Ils se battaient contre des monopoles. Regarde aussi Jeff Bezos. Ça a quand même redéfini le commerce tel qu'on le connaît. Puis il y a quand même un consensus à travers ces grandes compagnies-là que, mettons, Google et Apple, les deux principaux, puis je pense Microsoft aussi, ils ont quand même un commitment total sur l'encryption. Là. Il n'y a pas de compromis sur l'encryption informatique moderne solide, là, si tu veux. Donc, les messages que vous échangez à travers les outils Apple et Google, à preuve du contraire, si c'est encrypté point à point, c'est jusqu'à preuve du contraire sécuritaire. Là, parce qu'ils n'ont pas intérêt, la minute où, imagine ça vient par être découvert qu'il y a une collaboration. Apple donne des accès à certains services policiers, etc. Écoute, le scandale que ça ferait serait énorme. Fait qu'eux autres, ils ont plus à gagner. Puis ça me ramène à Zuckerberg. Je pense qu'ils commencent à comprendre qu'ils n'ont rien à gagner à faire partie du régime pro-censure. C'est bien mieux d'être neutre, d'offrir des plateformes qui sont, oui, sécuritaires d'un point de vue informatique, que les gens ont toutes les options pour filtrer le contenu s'ils le veulent. Quelqu'un qui t'harcèle sur les médias sociaux, tu peux le bloquer, tu peux le reporter. Si quelqu'un vous fait des menaces, tu peux le rapporter à la police. Mais c'est pas à la plateforme de diriger des choix et si tu veux, de faire des bottlenecks pour limiter la communication entre les usagers. Puis ça, je pense que tous les fondateurs des grandes compagnies, comme même Facebook, je pense que ça, ils le comprennent, là. Est-ce que je sens comme un lien entre tout ça, là. Tu sais, la guerre contre Musk, la nouvelle guerre contre Musk et X, on le voit dans certains pays de l'Amérique du Sud qui ont carrément banni, je pense que c'est le Brésil qui a banni
X, qui est donc, il n'y a plus de X là, il y en a avec des VPN, là, mais je veux dire. Et là, tu vois aussi la guerre de l'Union européenne avec le gars qui a Breton, je pense, qui a menacé Musk. Ouais. Puis là, ben, il arrive cette sortie-là de Zuckerberg, puis en même temps, il y a l'arrestation du fondateur de Telegram à travers ça. Comme tu disais, c'est vraiment, il y a vraiment une job, mais en même temps, on dirait que le monde, en tout cas, peut-être pas tout le monde, là, mais il y a du monde qui se réveille, l'industrie se réveille. Moi, Zuki, OK, parce qu'il y a deux manières d'interpréter ça. Là. Il y a des gens qui disent, ben finalement, il confirme le traître qui a travaillé pour l'administration puis qui a caché de l'information. Mais moi, je vois ça complètement dans l'autre affaire. Je vois un réveil. Tu sais, le gars a été saisi par ce qui est arrivé à Trump. Il le dit, rappelle-toi, il le dit à Bloomberg, il a dit, c'était badass pas mal. Il dit, quand j'ai vu le sang d'en face se lever, le poing dans les airs, tu sais, tu t'attends pas à ce genre de commentaire-là de Zuckerberg. C'est un gars qui fait des arts martiaux. Ça ressemble un peu à ce que Musk il y a un genre de pivot Red Pill un peu, là, je pense. Oui, exact. Est-ce que tu le sens, ça? Ouais, je sais. Puis je pense que ces gars-là, tu sais, regarde l'autre génération précédente, mettons, d'investisseurs et d'entrepreneurs techno, ils étaient plus portés vers des affaires de, tu sais, essayer de vivre à jamais. Mettons, Gates, il est dans plein d'affaires de start-up. Il y a plein d'affaires qui sont très controversées, mais je veux dire, il investissait dans les vaccins, oui. Donc, tu sais, lui, vous voyez sa contribution de manière différente. Alors que je pense que cette génération-là, comme par exemple Musk, là, leur cheval de bataille, c'est la liberté et la liberté d'expression. Puis ça, c'est un maudit bon combat, en fait. C'est l'unique combat. C'est le combat le plus important. Puis en tant qu'Américains, eux autres, ils ont tout à gagner à pousser ce combat-là le plus loin possible parce que le secteur, l'Internet tel qu'on le connaît, puis la technologie telle qu'on la connaît, ça émerge du secteur technologique américain qui a compétitionné et qui a battu tout le reste du monde, particulièrement l'Europe, qui était empêtré dans un système réglementaire qui limitait l'innovation, la levée des capitaux. Fait que, dans le fond, je pense qu'ils réalisent à un moment donné que, puis il y a peut-être, d'ailleurs, c'est drôle que des régimes comme Biden travaillent à contre-courant des valeurs américaines là-dessus, parce que les Américains n'ont rien à gagner. Là. Ils n'ont rien à gagner que la liberté d'expression dans le monde soit limitée par quelconque moyen, surtout si c'est fait à travers des outils américains. Là. Fait que je pense que là-dedans, il y a une espèce de cheminement de ces grands gestionnaires-là. Oui, il y a du corporatisme, il faut toujours être sceptique là-dessus. Mais je pense que tu as raison, Jeff. Je pense qu'il y a une espèce de cheminement, puis je pense que c'est positif. Là. Est-ce qu'ils s'en rendent compte qu'ils sont dans la mauvaise équipe d'être... Tu sais, on a vu là, les lois, là, il y a une loi qui est apparue, on a vu l'histoire qui se passe en Grande-Bretagne, là, avec... puis j'ai vu, même au Québec, on a vu la loi C-63, je pense, faite par Trudeau pour essayer de... Il passe par les enfants pour essayer de limiter ce que vous avez à dire. J'ai vu une histoire d'une dame, là, tu sais, c'est une boomer à la retraite, probablement une ancienne employée du gouvernement, qui a écrit quelque chose de bien banal sur quelqu'un du conseil de ville de Trois-Rivières, puis elle a reçu une mise en demeure de la ville de Trois-Rivières. Elle a écrit ça, il a fait bien niaiseux sur Facebook. Est-ce que, puis je sais que pour monsieur tout le monde, surtout au Québec, on a de la misère avec l'histoire de la liberté d'expression, puis de tout ça, on ridiculise ça un peu, mais je pense que les États-Unis ont ça dans le sang. Ça part de très, très loin dans leur histoire. Ça part des pères fondateurs, ça part de l'indépendance, ça part de paquets d'affaires. Mais c'est une différence philosophique qu'on a entre nous et eux. Mais c'est eux qui peuvent la sauver. C'est eux qui la tiennent à bout de bras, et c'est eux qui peuvent la sauver. Est-ce que tu penses que les Biden de ce monde, les Trudeau, les Liberals, est-ce que tu penses qu'ils sont en train de réaliser qu'ils sont dans le mauvais côté de l'histoire ou ils vont être all-in encore dans le patent? Non, ils vont être all-in. Ils vont être all-in parce que eux, de la manière qu'ils l'orientent, c'est un combat moral contre une espèce de horde de barbares qui sont aux portes de la cité, qui veulent brûler la démocratie, alors qu'eux-mêmes instrumentalisent le système judiciaire pour attaquer des opposants politiques, alors qu'ils limitent la liberté d'expression, limitent le libre choix, on l'a vu dans les dernières années. Je veux dire, ça crève les yeux, tout ça. Là. Donc, c'est purement du gaslighting. Et pour eux, c'est un combat moral, comme je te dis, c'est quasiment religieux, en fait. Là. C'est des dogmes. Tu peux jamais contester ça. Puis remarque à quel point ils sont pas capables de... Il y a personne qui est capable de débattre là-dessus. Là. Il y a personne qui est capable d'aller à Joe Rogan ou autre podcast, puis faire make the case for censorship. Il n'y a personne qui est capable de faire ça d'intelligent. Là. Voyons donc. Non. Il y a un lien encore avec le prochain sujet, veux pas, parce que moi, je pense que ça a joué pour beaucoup dans le choix de Kennedy d'aller du côté de Trump.
Même chose également pour Tulsi Gabbard qui a été victime d'une forme de censure aussi de son bord, etc. Donc, tout ça, on voit qu'il y a une alliance. On voit les vieux républicains débarquer. Là, on voit la coalition de vieux républicains, d'anciens présidents, vice-présidents, etc., qui ont encore une fois sauté du bandwagon républicain avec Trump. Donc, on est comme à se demander, voyons, sacrément, on était avec eux autres il y a 10, 15 ans, 20 ans, ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font là? Et il y a comme une nouvelle alliance d'anciens démocrates désabusés de justement qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est drôle ce qui se passe. Là. Il y a comme un nettoyage qui se fait des deux bords. Puis, d'abord, on est en train de nettoyer tous ceux qu'on ne voulait pas avoir, qu'on pensait qu'ils étaient bons. Et là, on voit arriver une nouvelle armée. Moi, je vais appeler ça les démocrates centristes, les démocrates pour la liberté. Ça existe, ça, là? Je veux dire, du monde qui veut avoir... Non, exact. Je pense que c'est l'émergence d'une coalition. Puis, en fait, c'est ce qui a fait que la gauche progressiste a fait énormément de gains du début des années 2000 jusqu'à récemment. C'est que c'est plusieurs groupes, les groupes LGBT, les groupes environnementaux, c'est des multiples groupes qui ont convergé vers le pouvoir. Puis la droite, la nouvelle droite, comme je l'appelle, il faut qu'elle fasse ça. Puis le point central, le point convergent, le point la valeur commune, c'est la liberté. Puis c'est la liberté d'expression. Puis peu importe s'il y en a qui ont d'autres visions au niveau des droits pro-vie, peu importe, ou du marché, la fer de lance et ce qui unit ces gens-là, c'est la liberté d'expression, défendre les valeurs fondamentales de la République. Et moi, je pense que ça, c'est très positif. C'est positif de voir que Trump est ouvert à ce que d'autres mondes pognent le stage. Parce que Trump, souvent, il y a de la misère à faire ça. Ouais, c'est pas naturel. Il veut prendre tout le stage, puis tout ce que ça prend, il faut comme que tu fasses, comme je vous l'ai dit là, dans Damn Yankees, il faut que tu fasses ton chemin de croix, puis que tu adultes Papy Trump avant de faire partie de l'équipe. Alors que c'est quand même des personnalités fortes, le Tulsi, puis RFK, ça amène je pense, un vent de fraîcheur sur cette campagne-là. Puis là, tu regardes, c'est qui l'autre bord? Là? C'est littéralement l'establishment, comme je disais précédemment. Fait que je pense que ça... Puis en plus, il parle de les mettre comme dans l'équipe de transition. Fait que d'un point de vue d'Américains qui votent pour maintenir l'Amérique telle qu'il la connaît ou telle qu'elle a été fondée, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, mais je pense qu'actuellement, la campagne Trump est beaucoup plus prometteuse là-dessus que l'autre côté nous promet quoi? Plus de taxes, plus d'impôts, more of the same de 12 des 16 dernières années. Il ne faut jamais oublier. Ces gens-là, c'est comme s'ils n'avaient jamais été au pouvoir quand on écoute Harris. Là. Il y a le sujet, un des sujets les plus... Je sais qu'elle a fait du flip-flop là, sur l'histoire du mur. Ça, c'est quand même assez épouvantable parce que ça fait 4-5 ans qu'ils sont contre le mur. Et là, du jour au lendemain, elle fait une pub et elle dit que c'est elle qui va rétablir la sécurité avec un mur. Il y a plein d'affaires qui arrivent qui sont un peu weird, mais dans un de ces points, de ces patentes économiques, j'essaie de te le faire entendre, c'est l'histoire des gains en capital non réalisés. Donc, ça, on a de la misère un peu à saisir c'est quoi la patente, mais gains en capital non réalisés. Même les gens de MSNBC qui sont pro-Harris, CNN, même chose, même eux autres se posent des questions là-dessus. Je pense que c'est CNBC, c'est la version économique de MSNBC, là, mais donc ils ont plus une vision économique, mais généralement, ils sont plus démocrates qu'ils sont républicains. Donc, ils posent des questions à un proche de Harris sur les gains en capitaux qu'on n'a pas vendus. Donc, comment on peut imposer ça avant qu'on fasse le gain en tant que tel? Unrealized gains, taxing unrealized gains just doesn't seem fair in any sense of the word. In the very best sense, if you are taxing unrealized gains, all you're doing is pulling forward the taxes that would be paid later when someone actually sells the stock. I think that this reaction to unrealized gains is a little funny, given that I bet that the majority of people watching right now are already paying a tax on unrealized gains. It's called a property tax. When the value of your home goes up, it's a use tax. When the value of your home goes up, you pay higher taxes even if you don't sell your home. Your value of your home never moves the way a stock moves, the way something else moves. That's always the go-to answer. It's also, property tax is a use tax. You're paying for the schools, you're paying for emergency services. Those are things that make absolute sense. And sure, and all the revenue that comes in from these unrealized gains taxes and the other taxes in the Harris plan are going to go to creating what she calls more opportunity. It's to make sure that every newborn born in this country gets $6,000. Using the services. Well, look, you're arguing that this is some sort of foreign... Saisir l'argent pour fonder des nouvelles opportunités.
Ouais. Écoute, c'est littéralement du communisme, là, c'est littéralement marxiste. L'idée, écoute, ça fait longtemps que j'en parle, là, ces gens-là, la gauche radicale qui prend ici forme dans Québec solidaire. Mais juste avant que tu l'expliques, juste ce bout-là, ils savent qu'ils se font étiqueter de gauche radicale, de socialiste, de communiste. Et ils savent que... Ben oui, c'est ça. Ils vont se faire pointer de même, ils vont se faire étiqueter. Elle, de son bord, elle essaie un peu de temps en temps d'échapper cette étiquette-là. Christophe, il arrive avec ça. Ouais. Je veux dire, il nous donne carrément en fait, ce raison. qu'elle dit, t'as compris l'explication. Ils disent que dans le fond, c'est totalement injuste la taxe sur le gain non réalisé. Parce qu'ils le présentent toujours comme, mettons, OK, Jeff Bezos, il vaut, je sais pas, 50, 60 milliards, dont peut-être 35 milliards qui provient de sa position dans Amazon qu'il n'a pas vendu. Fait qu'il y a comme eux, ce qu'ils voient, c'est une taxe annuelle, peut-être, sur ces gains non réalisés-là. Mais dans les faits, ouais, OK, ça serait correct pour des milliardaires, mais pour le commun des mortels, ça change toute la planification fiscale. Là. Donc là, tu vas penser, il y a des actions que tu ne garderas plus longtemps parce que si ça s'apprécie, tu as un événement taxable, alors qu'avant, c'était juste quand tu vendais. Puis, il donne l'exemple avec la taxe sur le gain de capital sur les résidences qu'on n'a pas ici, mais qui va venir éventuellement, parce que les communistes ont ça dans le collimateur, je vous le garantis. Il dit, ben, gars, on a déjà une taxe sur le gain non réalisé, qui est un peu la taxe sur la propriété d'une certaine manière, qui sert à financer tous les trucs au niveau municipal, tu sais. Puis si la valeur de votre propriété augmente, ben c'est ça, là, tu sais, la majeure partie de l'actif québécois, le patrimoine des familles québécoises, Jeff, c'est l'équité qu'ils ont sur leur maison. Fait qu'imagine, vous avez acheté une maison à quoi, 300-400 000 il y a 12-13 ans, là, elle vaut 800-900. Vous avez de l'équité là-dessus, vous pouvez emprunter, vous pouvez avoir une marge de crédit. Vous la vendez pas, là. Vous la vendez pas, mais ils peuvent vous taxer avant. Fait que là, imaginez qu'à la fin de l'année, en plus de votre déclaration d'impôt, vous êtes déjà taxé à des taux aucunement vus en Amérique du Nord puis en Occident en général. Mais là, vous allez avoir justement une taxation sur la partie non réalisée, sur l'équité, le gain non réalisé sur votre résidence. Là, les résidences ici, c'est pas taxable pour le moment, mais admettons que ça l'est. Ou mettons sur votre portefeuille d'actions. Il y a des gens qui ont été consciencieux, qui ont pris des bonnes décisions, qui ont monté des portfolios à travers les années, puis qu'ils se ramassent avec voire qui sont millionnaires ou quasi-millionnaires, ben, vous allez être taxé directement sur la valeur de vos actifs, sur le gain non réalisé. C'est totalement fou, Puis ça, c'est juste le début, là. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est là que ça mène, le reste de politique. Puis quand ça va être rendu là, ça va être trop tard. Puis tout ce que vous avez travaillé dans votre vie, là, pour vous, vos familles, vos proches, ben, tout ça va être à risque. Fait que dans le temps que vous disiez, alors que là, vous vous dites, je parlerai pas parce que je veux pas mettre ma famille dans la merde ou ma job est en jeu, votre fucking patrimoine puis toutes les valeurs que vous défendez sont en jeu, vous le savez juste pas. Ça, là, c'est mon sujet numéro 1. Chris, le monde réalise pas que tout ce qui arrive est un peu de leur faute. Trop longtemps, on a mis ça sur le dos de tout le monde. Les politiciens, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les médias, les ci, les ça. Regarde, je racontais ce matin, un peu plus tôt, que quelqu'un m'écrit, un pirate, il me dit, je m'en vais, je pars chez nous au lac Saint-Jean. Les gars, ils ont tous des Silverado de l'année. Ils ont tous des side-by-side, des bateaux sur le lac. Ça a des roulottes. Mais ils détestent Poilievre, ils détestent Trump, ils aiment Harris, ils aiment PSPP. Ils vont voter Pékis à la prochaine, ils ont voté pour... Et un jour, ils vont se ramasser qu'ils n'auront plus le calice de roulotte. Ils ne pourront plus le rouler, leur Silverado non plus. Ils vont en avoir un à batterie. Puis quand ils vont montrer les hosties de skidoo électrique à ZEC, après 1h30, la batterie va être à terre parce qu'il fait moins 25. Chris, ils vont réaliser quand qu'ils sont en train de créer les problèmes sur lesquels ils vont pleurer dans 3 ans. Moi, ça, c'est le bout qui m'énerve. Comme tu dis, il manque de... Puis ça part pas juste, t'as pas besoin de starter un blog puis de faire des podcasts. Là, ça commence devant la machine à café, ça commence dans la salle de break, ça commence, défendre ces valeurs-là c'est ces valeurs-là qui ont permis de nous donner le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Là. C'est pas le contrôle étatique, c'est pas la gestion du patrimoine par l'État, puis c'est pas plus de contrôle par ces politiciens-là qui ont aucune conséquence d'être dans l'erreur. Là. C'est parce qu'il y a du monde qui c'est justement la petite partie de libre marché qu'on a, l'entrepreneuriat, puis l'effort qui a mené à ce qu'on a comme mode de vie. Puis tout ça est sous attaque par la gauche radicale qui est au fucking pouvoir. Là. Il y a une partie de la CAQ qui est otage de ça. Là. Le PLQ, c'est ça. Québec solidaire, c'est ça.
PSPP puis le PQ, c'est toute la même fucking gang. Oui, c'est le même parti. C'est un parti unique. C'est clair que c'est un parti unique. Plus de Joe Hamel, quelques minutes de plus dans le Prime. Et on a aussi Max Truman à venir sur Radio Pirate. Stand by! Jeff Fillion. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. C'est pas un vestiaire parce que on parle plus de toutes sortes d'affaires que aussi de sport. Donc, sport et société avec Max Truman de danslescoulisses.com. J'aime ça, moi. Comment ça a été l'été de dans lescoulisses.com, le trafic et toute la patente? Aviez-vous des sujets un peu? Ça a-tu brassé un peu plus que les autres étés? Été parfaite, Jeff, parce que au draft, puis le 1er juillet, puis Demidov, puis tout, ça a donné un gros buzz. Oui. Ça a continué tout le mois de juillet. On a eu le temps de dropper 7 jours, puis qu'est-ce qui est sorti? Le trade de Patrick Laine. Fait que c'est un été parfait, on a des bonnes stats, des bons revenus. Dans les 30 jours alentour du draft puis du 1er juillet, on a eu 2 millions de IP différents qui sont connectés sur Dans les coulisses. Fait que 2 millions, c'est peut-être, sans joke, il y en a qui c'est sur leur cell et leur ordi. Mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui prennent le même ordi. Fait que c'est à peu près, on évalue à 1,5 million de personnes différentes qui sont venues sur Dans les coulisses. Ça n'a pas de sens quand on est 9 millions au Québec. Je veux dire, ça a été tout un été bien content. Super succès. Bravo, regarde. Très, très, très mérité. Puis c'est la preuve qu'il y en a qui doivent dormir au gaz parce qu'il y en a qui sont pas là pantoute. Là. Les anciens médias, les vieux médias sont comme dépassés bien raides par tout ce qui arrive de nouveau. J'ai vu dans ta liste de sujets que, justement, tu as quelques affaires de médias à me jaser. Belle, tu veux me parler du 99.5, de la nouvelle station Cube, etc. Regarde, je te laisse aller un peu là-dessus. Ben écoute, je veux te parler, Jeff, puis il n'y a pas de préliminaire avec moi, là, on est déjà intense, ça vient de commencer, ça fait 12 secondes, je suis dans votre show, puis je suis déjà trop primé pour quelques auditeurs. Je trouve ça particulier, ce qui se passe avec RDS en ce moment, suite aux inondations qu'il y a eu il y a 2-3 semaines à Montréal. Puis, je t'explique où je vais. Je parle à des gens à l'interne. Là, ils seront pas dans leur bureau, dans leur immeuble présentement d'RDS pendant au moins 8 semaines. Donc, ils ont transformé des trucs de l'immeuble de Belle à l'île des Sœurs pour faire des studios temporaires. Puis, il y a des gens qui sont rendus là-bas. Il y a plus de télétravail. Mais parce que les studios de RDS étaient au sous-sol? Écoute, ça c'est capoté aussi. Les studios n'étaient pas au sous-sol, mais toutes les pièces des boss, certains studios, etc., c'était comme au deuxième niveau, troisième niveau en hauteur, mais le cœur, tout ce qui était important, les serveurs, les encodeurs pour les codes d'écoute, l'équipement ultra important, tout ce qui était important était dans les 3 sous-sols. Ça, c'est pas très brillant en passant. Ça, c'est pas très brillant. On a déjà à Québec, on a eu un problème. On a déjà ridiculisé le gouvernement du Québec qui avait une salle de serveurs immense dans le coin du Hilton à Québec. Exactement. Au sous-sol. C'est la place à ne pas mettre de stock cher. Là. Les inondations, ça arrive. Là. Je veux dire, t'es dans un vieux secteur. La bâtisse de Belle, là, où il y avait RDS, c'est pas nouveau. Le secteur n'est pas nouveau. On connaît la ville de Montréal. C'est la bâtisse. Ultimement, c'était la bâtisse de Radio Mutuelle. Donc, CKMF, CJMS, c'était là. Puis par après, quand Astral a acheté avec Télémédia, après ça, Bell a acheté. Là, c'en était. Puis on n'était pas loin de TVA, on n'est pas loin de Radio Cannes qui était là à ce moment-là. Donc, ça s'est comme fait naturellement avec les années. Mais moi, je connais très, très bien la bâtisse. J'ai travaillé longtemps dans cette bâtisse-là. Mais tu sais, c'est très bizarre de voir des grosses compagnies de même pas penser que les pièces magiques de ta patente là, qui tiennent toute la business là, sont dans une patente qui peut être inondée. Là. Je veux dire, c'est pas bright. Là. Non, puis mettons, si tes pièces étaient là en 90, mais tu sais, aujourd'hui, il y en a plus d'inondations pour 1001 raisons. C'est-tu les changements climatiques? C'est-tu les infrastructures qui sont désuètes? Beaucoup ça. Bon. Je pense qu'on a une bonne idée de c'est quoi. Là, on le sait, là, a été classé. Il y avait eu un warning sur ce tuyau-là en disant qu'il y avait 37 patentes qui étaient pétées puis qu'il y avait quelque chose d'imminent qui allait arriver, qu'il fallait que ça soit changé. Il y a 5-6 ans, le warning, hein, pas le mois dernier. Exact. Donc, quand tu n'es pas focus sur les affaires essentielles que tu es sur toutes sortes de patentes niaiseuses,
C'est sûr que tu ne fais pas les jobs plates. Ils les ont pas fait. Et là, ils en payent le prix. Moi, je pense que la Ville va se ramasser avec... Moi, écoute, c'est les compagnies d'assurance qui vont venir contre la Ville. Il va arriver quoi? Il va y avoir une méga... Parce que s'il y a preuve que c'est négligence, ça va coûter extrêmement cher à la Ville de Montréal en passant. Les assurances ne ramasseront pas ça. Là. Ils vont ramasser, ils vont payer le client, mais ils vont se retourner puis ils vont se faire rembourser par la Ville. Puis même pour les inondations, là, quand il n'y a plus beaucoup, il y a 3 semaines aussi, juste avant ça, là, nous autres, on était à Repentigny. J'ai su qu'il y a eu beaucoup de gens inondés. J'ai su qu'il y avait déjà un contrat qui était lancé pour remplacer une pompe à station de pompage de d'épuration d'eau. Fait que, tu sais, on avait une vieille patente, une vieille machine, une vieille infrastructure qui n'a pas tenu le coup. Il y en aurait eu moins d'inondations. Il y en aurait eu peut-être, mais il y en aurait eu moins si on avait remplacé la pièce. Il y en avait qui ont été ticus, là. Il faut arrêter. Là. Les calinettes de ce monde ne sont pas venus au monde il y a 3 ans quand on commençait à parler de changement climatique. Ça vit depuis 45 ans parce que, justement, il y en a toujours eu des maudites inondations et de patentes de refoulement d'égouts, tout ce que tu veux. C'est la raison pour qu'on a des assurances dans la maison. Il ne faut pas capoter avec ça. Mais, en tout cas, regarde, ce que tu dis, c'est qu'ils ont l'air un peu à s'amuser avec ça, c'est ça? Hein? Ouais. Ben, tu sais, je veux pas tirer de flèche à personne précisément, mais en gros, tu sais, je vais souvent aux entraînements du CF Montréal. J'étais avec des journalistes d'RDS, puis tu sais, ces gens-là avaient l'air de trouver ça drôle d'avoir comme un studio dans la cafétéria du building de Bell à l'île des Sœurs. Tu sais, qu'il n'y ait pas eu de code d'écoute pendant 5 jours. On n'a pas pu calculer les codes d'écoute de la station. Ça veut dire qu'on doit compenser tous les annonceurs parce qu'eux reçoivent des zéros de code d'écoute. Oui. Tu sais, qu'on envoie de la mise en onde à Toronto puis de la production à Toronto. Tu sais, je dis pas qu'ils trouvent ça drôle à des gros fourrés, mais je pense que les gens réalisent pas l'ampleur de ça. Premièrement, on envoie de la production puis de la méo à Toronto. On a plein d'erreurs, on trouve des solutions. C'est le Western, c'est le Far West. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, Jeff, dans 3 mois, quand on va avoir solutionné tous les problèmes à diffuser de Toronto avec de l'équipement et des gens qui sont déjà sous notre payroll? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien, il va arriver qu'ils vont ils vont se dire, regardons, on est capable d'opérer à Toronto à moindre coût avec moins de monde. Pourquoi pas en faire... on va commencer par la moitié de la production de nouvelles, tiens. On va avoir laissé une coupe à Montréal. Mais le gros est fait à Toronto. De là, dans les matchs diffusés en direct, le feed, tant qu'à le partir de Montréal, quand on l'a déjà pour TSN à Toronto, ben on va continuer à le faire passer par Toronto, puis on va l'envoyer à Montréal, puis on va décrire d'ici. Fait que tu sais, il y a des jobs qui risquent de se perdre, puis c'est pas le fun, là. Je dis pas ça avec le sourire, au contraire, mais tu sais, c'est pas une belle nouvelle. Puis l'autre truc, c'est que depuis un bout de temps, ça coûte cher faire des nouvelles, surtout des nouvelles sportives. TVA Sport a mis la hache dans tout son département de nouvelles sportives. Il n'y a plus de bulletins sportifs. RDS est encore à produire Sport 30 parce que ça faisait partie du portrait. Mais là, ils ont de la misère à produire, ça coûte cher, c'est compliqué par Toronto, des nouveaux studios, etc. Ouais. À un moment donné, on va malheureusement tirer sur ce département-là. On va peut-être garder quelques personnes pour faire de la nouvelle web, mais je te donne un exemple. Il y a 10 minutes, on est mercredi et à peu près midi, 1h là, quand on enregistre. Il y a 10 minutes, quelqu'un était à la pratique du CF Montréal à Montréal, puis dit « Je suis à la pratique, manquez pas mon topo en fin de soirée sur RDS. » Voyons donc. Hey, 2024. Mais aller sur X au plus Christ, on a fait parce qu'il est trop tard. That's it. Après ça, analyse-moi en fin de soirée si tu veux. Fais-moi des liens, fouille plus. Mais la nouvelle que tu es en train d'aller prendre à midi, le soir est morte. Pas. Ben non, donne-moi-la pas à 22h15. De toute façon, on va essayer de promener partout sur Twitter, sur X ou ailleurs, sur des sites non traditionnels. Fait que, c'est un peu ça. Je pense que ces changements-là en ce moment, cette catastrophe-là, malheureusement, va amener une modification des comportements de Bell, de RDS, etc., puis qu'il y en a malheureusement qui vont payer pour ça. Y a-tu un show de sport au 99.5, là, le Cube Radio là, qui est mis sur la station 99.5? Ont-tu fait un show de sport avec ça, non? J'ai rien vu de sport pour l'instant. Moi, j'étais à Montréal. J'ai beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Du 99.5, là, la nouvelle programmation de Cube, etc. Puis c'est pas mauvais, tu sais, j'y ai donné une chance. C'est québécois, c'est tapissé québécois de A à Z, c'est juste des chroniqueurs de québécois. J'ai donné une chance, c'est pas mauvais, puis j'ai comme le feeling, puis là c'est mon feeling à moi, là, j'ai comme le feeling que ça peut marcher. Puis je suis pas pro-québécois, je suis pas payé par québécois à rien, je dis pas que je vais écouter ça du matin au soir, mais c'est fou, hein, parce qu'on le sent qu'il y a la ligne directrice québécois. On le sent que c'est tout du monde de l'interne, c'est tous les mêmes, là. Oh oui. Mais j'ai moins l'impression que c'est formaté que les fois que j'ai écouté 98.5 cette semaine.
Ben, le 98.5, c'est CKC de 1988, diffusé en 2024. C'est pareil. C'est CKC, c'est la même affaire. Puis, tu sais, comme, j'écoute mon produit, mettons, 100% québécois, puis je me dis, OK, on va me pitcher une façon de penser, une affaire. Tu le sais, on en a parlé, on sait comment ça marche. Puis c'est moins ça. Il y a comme un peu de débat, il y a un peu de mélange d'idées. Puis quand j'écoute 98.5 qui invite des invités de partout, j'ai pas l'impression qu'il y a plusieurs idées. J'ai l'impression qu'il y a une idée. Fait que tu comprends-tu mon... Ouais. C'est un peu sarcastique. Tant mieux, c'est ça, peu... parce que moi, je regardais vite de loin, j'ai pas écouté, là. Mr. White m'a fait écouter des petits bouts, mais tu sais, je me disais, Criff, tant qu'à lancer quelque chose contre le 98.5 qui est complètement très facile à savoir son où, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait une diversité plus grande. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y ait une grande diversité de... Tu sais, on prend le COVID, OK? On prend Trump. On va prendre... on sait qu'il n'y a pas un artisan du 98.5 ou du 99.5 qui sont pro-Trump, anti-Harris, pro-Poilievre. Puis si jamais il y a une COVID qui éclate demain matin, ils sont tous avec le gouvernement, les deux antennes. Il y en a un, Jeff. Un? Ouais, Stéphane Bureau joue ce rôle-là. Oui, il est peinturé A à Z. Mais il est dès qu'on a chroniqueur. besoin de quelqu'un d'autre, c'est lui qui s'en vient. Oui, mais il est chroniqueur. Il n'est pas 3 heures par jour. Mais je comprends que lui, il joue ce rôle-là. Là. Oui, tu as raison, il joue ce rôle-là. Mais à l'inverse, de l'autre côté, je veux dire, 98.5, t'as pas personne qui est de l'autre bord non plus. Je trouve que la convergence est encore plus grande dans une station qui fait venir des chroniqueurs de partout que dans une station qui garde juste son monde à lui de Québécois. Tu comprends? J'ai l'impression qu'on est encore plus convergé vers l'opinion unique au 98.5 qu'on l'est. Oui. Écoute, si tu l'as écouté, tu dois savoir plus que moi, mais tu comprends mon point. Oui, mais non, je ne suis pas en train de dire que c'est un modèle parfait et que ça va révolutionner, mais j'ai l'impression que ça peut plus marcher. Est-ce que l'antenne est problématique? Est-ce que l'antenne rentre bien chez vous? Elle rentre super bien. Si tu compares avec celle de BPM Sport, ça se compare pas? non, mais dans le sens que le patron de l'antenne de BPM est moins fort, c'est là? Oui, vraiment moins fort. Puis, il y a eu des discussions. Hein. On a échangé avec RNC parce que RNC et Québécois travaillent déjà ensemble dans les régions, comme à Gatineau, puis à Val-d'Or, en Abitibi, etc. Ils ont main dans la main. Puis il y a eu des discussions pour que le 91.9 Montréal devienne comme ce que Weekend fait en ce moment avec Québécois. Bon, mais c'est là que je voulais t'amener. C'est une erreur. Je comprends que le patron de diffusion du 99.5 est meilleur que le 91.9. Ça, je comprends ça. C'est pour ça que je posais la question. Mais c'est une opportunité manquée parce que je ne sais pas si BPM fait de l'argent. J'ai l'impression qu'il cale, de ce que j'entends dans le milieu, c'est qu'il cale millions et plus. Puis ça ne semble pas se rentabiliser de sitôt, cette affaire-là. Donc, il y avait une opportunité. Puis on connaît que PKP, il y a une tête de cochon. Ça fait des années qu'il veut faire de la radio. Le CRTC le bloquait. Peut-être que ça va changer avec le temps, avec toute l'émergence des nouveaux médias. Mais il a contourné pareil. Il a trouvé un moyen de mettre son affaire. Donc, tu sais, il est ratoureux d'une certaine manière. Moi, c'est ce que j'estime. Je pense que c'est une opportunité manquée pour RNC. Je me suis posé la question. Je suis content que tu me le dises que c'est arrivé. Je me suis dit, c'est sûr qu'avant de parler au Leclerc, ils ont parlé à leur allié naturel. Et il y a quelqu'un chez RNC, je pense que ça doit être Robert Ranger, qui n'est pas le meilleur gars de produit au monde, qui a dû dire non. Et ça, pour moi, c'est une erreur terrible. J'entends ce que tu dis. Moi, je pense, et ce qu'on m'a dit, c'est que BPM mise fort sur cette saison-là, puis que le timing n'est pas bon. Si on avait jasé il y a 2 ans, peut-être, si on jasait dans 2 ans, peut-être, mais pour l'instant, on veut donner une chance à cette nouvelle grille-là. On a amené Tony Marinaro dans le mid. Fait qui paraît qu'il est très bon en passant. Qui paraît qu'il est très bon. Tout le monde me dit qu'il est très bon. Tony est très bon. Tony est vraiment bon. Bon, ben regarde, bravo, ils ont peut-être une star là, mais supposons que ça ne marche pas dans 1 an et qu'ils calent encore beaucoup d'argent. Là, tu viens d'avoir une option qui tu sais, ils veulent pas mettre un style Radio X. Ils ont peur de ça. Ils sont pas à l'aise avec Radio X. La preuve, la grille de Radio X n'est plus pantoute à part Dom Morès qu'elle était avant. Ils n'aiment pas ce genre de médias-là. Donc, ils ne l'importeront pas à Montréal. Ils ne le feront pas. Ils l'ont déjà essayé. Ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Donc là, ils ont perdu cette opportunité-là. Donc, ils sont un peu fourrés. Si jamais ça ne marche pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La radio musicale ne marche plus. Puis là, ben, s'il y avait une option d'une station de talk de plus, ben, too bad. Il est late. Mais tu sais, Jeff, quand tu as une opportunité à la dernière minute, il faut que tu te vises un 10 cents. Parce que ça a été ça pour Weekend aussi, là. Oui. Ça s'est négocié en quelques semaines. Est-ce qu'on avait déjà peut-être parlé d'un projet il y a plusieurs mois, plusieurs années, peut-être, mais je veux dire, ils se sont retournés sur un 10 cents. Puis la preuve, c'est qu'il y a des gens qui venaient de signer des contrats chez Weekend qui ont perdu leur job à la dernière minute. Là. Ça a été fait à la dernière. Oui, très vite. Fait que tu sais, quand tu te fais un plan stratégique à long terme, puis là, tu dis ça va être ça,
à quel point tu le modifies quand tu as un truc de dernière minute qui débarque. Est-ce que c'est fou de continuer d'y aller avec ta stratégie de on donne une grosse année à BPM Sport ou c'est fou de se dire hey man, il y a de quoi qui vient de tomber du ciel, j'aurais dû le prendre puis non, mais je suis d'accord avec toi. S'ils croient à ce qu'ils font puis qu'ils pensent qu'ils vont finir, ça va finir par marcher, tant mieux, c'est correct. J'admire ça. Mais ça se peut Sauf que ça marche que pas. si jamais ça marche pas, ton option, elle vient d'être. C'est très, très mince ce que tu peux faire avec ton antenne après. Tu n'as plus grand choix. Musique, ça marche plus. Et là, le talk est pas mal couvert, même si. Puis tu veux pas mettre des gars comme Moret, Filion, etc. à Montréal, t'as peur. C'est une compagnie de peureux. Moi, je peux le dire, là. Donc, ils ont peur. Donc, ils n'iront pas là. Donc là, ça veut dire tes options sont quoi? C'était ça mon point. Hey, Jeff Molson et PKP, tu sembles trouver que PKP est un bon boss et un bon proprio pour le foot. C'est ça que je comprends? Pour le foot, oui. Ben, je ne vais pas l'air trop PKP. Là, il y a quand même plusieurs travails, notre ami. Là. Mais tu n'es pas le premier qui me dit qu'il a l'air d'être sérieux avec les Alouettes. Ouais, puis, tu sais, Jeff Molson est quand même un bon propriétaire pour le Canadien. Je pense qu'il pourrait avoir un petit peu plus de couilles, un petit peu plus de rough en lui. Il est quand même docile, Jeff, mais il est quand même un bon propriétaire pour le Canadien. Il met de l'argent, il dépense, puis il n'a pas peur. Moi, je vois Joey Saputo aller avec le CF Montréal. On n'est pas là. On n'est pas dans un boss qui est présent. On n'est pas dans un boss qui tweet souvent, qui se prend en photo, qui délie les bourses. Au contraire, il vend des joueurs, puis il ne réinvestit pas la somme de ces ventes-là dans l'effectif. Il est sur le bord de vendre son club à PKP ou non? Je pense pas que ça intéresserait PKP. Je pense que PKP aime le petit risque des Alouettes. Ça n'a pas coûté cher. On n'a pas d'infrastructure. Ça coûte pas cher non plus à rouler comme club. C'est quand même cheap, la LCF, contrairement à la LNH, la MLS. Ouais. Mais je trouve que Pierre-Carl Pelado est présent à chaque rencontre des Alouettes. Quand il n'est pas là et il est en vacances, il se prend en photo en montrant qu'il les écoute à la télé. Il n'a pas eu peur de dépenser. Il dépense au maximum. Là, il vient de re-signer Austin Mack puis tout. C'est ça qu'on a besoin d'un proprio, puis il le fait bien. Après ça, est-ce qu'il était parfait? C'est ça, mais ce qui a été parfait dans ses nouvelles, puis tout, je ne suis pas là. Puis en fait, on tasse ça, là. Okay? On est capable de faire la part des choses. Pour le sport, il est très bon en ce moment. On verra dans 1 an ou 2, il est très bon. Il a passé le dernier match des Alouettes dans la loge du proprio avec LP Neveu, qui est directeur de TVA Sport, et Jeff Molson. Puis j'ai essayé d'avoir une photo de ça parce que j'ai des espions qui ont vu ça. Je n'ai pas eu encore, mais je te confirme à 100% l'info. Jeff Molson et PKP se sont parlé, souriaient et semblaient vraiment bien s'entendre. Wow! C'est deux gars qui, généralement, on n'aurait pas pensé les voir ensemble. Puis je me demande pourquoi ils étaient ensemble. J'ai posé des questions. Parce que les relations d'affaires de PKP avec beaucoup de monde, c'est tough. Vraiment? Oui. Il n'est pas un gars facile à cerner. Là. Puis combien de fois on parle du retour des Nordiques bloqué par Jeff Molson? Ouais. Puis PKP est en arrière du retour des Nordiques. Mais là, à 2 milliards, ça arrive. 2 milliards US, ça n'arrivera pas. Là. On s'entend. Là. C'est ça, patente. 3 milliards canadiens, les Nordiques, oublie ça, c'est fini. Ça vient de se fermer pour toujours. Ouais. Fait que pourquoi tu penses que Jeff et PKP sont ensemble? Moi, je pense que c'est pour les droits de TV. Là. Locaux, là. Je parle pas du national. Exact, les régionaux locaux du Canadien. On est-tu à la même place? Ça peut être une hypothèse. C'est une hypothèse que j'ai soulevée parce qu'on n'est pas sûr que les 62 matchs locaux vont être donnés à la même entité. Bon, ben si jamais c'est l'inverse. Mettons que c'est Bell qui ramasse le national, puis le local est ramassé par TVA Sport. TVA Sport est sauvé. Là. Tu comprends? Oui, mais TVA Sport ne ramassera pas les 62 matchs. Tu sais, Bell, les propriétaires du Canadien, ça serait peut-être un split parce que ce qu'on me dit, c'est que les deux compagnies en ce moment rentrent pas dans leur argent avec l'argent qu'ils dépensent pour le Canadien. Puis quand tu renégocies un contrat, la plupart du temps, avec l'inflation, tu le renégocies à la hausse. Fait que les deux entités, autant Bell que Québécois, ont peur de payer encore plus cher pour un produit qu'ils ne sont pas capables de rentabiliser en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on est en train de s'associer? Ça, c'est une option. Tu sais, je veux dire, on pourrait aller ramasser les droits nationaux et ou régionaux à deux puis faire un split, comme on fait en ce moment avec la MLB. La MLB est splittée entre RDS et TVA Sport. Une année, la Série mondiale est sur un poste, l'autre année, elle est sur l'autre. Okay. Mais en même temps, la MLB, c'est petit. Moi, je vais te donner une hypothèse que quelqu'un m'a parlé. Je n'ai pas vérifié, je fais juste te lancer ça de même. LP Neveu était à RDS avant, est rendu à TVA Sport. Est-ce que LP Neveu est en train de réunir tout le monde puis peut-être de se placer les pieds pour retourner à RDS? Est-ce qu'il se place les pieds pour travailler avec le Canadien ou est-ce qu'il est en train de mettre tout ce monde-là ensemble pour peut-être tomber chez Amazon parce qu'Amazon va être dans le deal puis on va avoir besoin de quelqu'un d'expérience? Moi, je pense que dans 2 ans,
puis là, c'est même plus 2 ans, c'est 1 an et 3/4 et 2 tiers, il y aura d'énormes changements. Puis ça va être la fermeture de TVA Sport, ça va être un partenariat surprise entre RDS et TVA Sport, ça va être, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense que ça va être plus gros que ce à quoi on s'est attendu dans les derniers mois. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse quelque chose, parce que lui, il est en très mauvaise position avec le groupe TVA. Le groupe TVA, ça n'inclut pas les journaux, là, mais ça inclut tout le côté TV et tout ça. Là. Le groupe TVA perd tellement d'argent que il y a des gens qui courent après ces opportunités-là, qui disent même à 1$, je ne ramasse pas le groupe TVA. Attends un peu, là. On parle. Rappelez-vous comment est-ce qu'on voyait ça gros et on voyait ça énorme, puis on se disait, hey, sont-ils chanceux d'avoir ce gros vaisseau-là? Et là, aujourd'hui, à 1$, il ne réussit pas à le vendre. Donc, ça veut dire qu'il est obligé de. Groupe TVA un groupe TVA en bourse? Oublie ça. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Il est à 83 cents. Non, ça vaut rien. Ça vaut rien. On regarde même pas ça. Ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Il reste. Probablement qu'il rentrerait dans l'autre groupe s'il n'y avait pas. Il y a une couple de fonds de pension là, dans le nord-est ou dans le coin de Boston qui sont là-dedans, qui sont fourrés avec ça. Ils sont dans une cage aux morts. Mais il faut qu'il ferme des choses. Il faut qu'il ferme des choses. Il faut qu'il ferme. Donc, soit. Pour ne pas perdre la face, c'est peut-être un genre de merch, c'est peut-être raison, mais ça ne peut pas rester de même. C'est impossible. Tu ne peux pas perdre 25 millions par année avec quelque chose de même. C'est impensable. Non, c'est difficile. Puis, je regarde le truc. Écoute, on connaît les mêmes personnes. On connaît des gens qui avaient des options d'achat chez TVA dans les belles années. Ouais. Ces gens-là demandent-leur s'ils sont contents d'avoir activé les options d'achat dans les belles années qu'il y avait dans leur contrat au lieu de garder les actions ou qui ont été tassées. Puis quand tu es tassé, tu es comme obligé d'activer l'action d'achat. Il y a des gens qui sont très, 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 très heureux financièrement d'avoir pris leur option d'achat à temps. Mais il y a un fond de moi qui trouve ça triste pareil. Je veux dire, c'est triste dans le sens que... comment je peux le dire? C'est triste parce que, à un moment donné, ça te prend il y a un genre de... moi, la convergence m'a jamais fait peur. Okay? Il y en a que ça leur fait bien peur. Puis dans une petite place, il y avait un moyen de communiquer avec un réseau de radio, puis de journaux, puis de TV, puis 1 ou 2 concurrents à peu près de la même grosseur. Il y avait le moyen de parler au monde. Mais là, tout ça est éclaté. On est tout partout. Le monde est de plus en plus perdu. Puis... regarde, il y en a qui se réjouissent de ça. Je sais qu'il y en a qui se réjouissent de ça, mais si, mettons, tu as ce joueur-là, parce que là, on se réjouit de ça parce que c'est des gens qui ont des idées complètement différentes des nôtres. On va revenir aux nouvelles que tu disais tantôt. Mais si c'était des gens qui travaillaient dans le sens qu'on aime et qui faisaient la job, c'est-à-dire de non pas être toujours en train de nous frapper sur la tête le monde, mais qui s'occupaient de tout ce qui va mal dans notre société, donc à frapper dans le bon sens, parce que les chroniqueurs, les médias de Québécois frappent la mauvaise gang. Ils frappent trop sur nous autres. Ben voilà pour Radio Pirate. C'est fait, les amis. Mercredi est fait. C'est plus frais, mais c'est beau. C'est beau. Voyons, l'automne va s'installer tranquillement, pas vite. Les couleurs vont arriver. Ah ouais, donc ça va être le fun. On a Jeff Fillion. Thank you, Jerry. Thank you, Jerry. Thank you. Merci, Mr. White. Merci à toute la gang. Joe, Max... Et Jerry, c'est dans le Prime, le boursicotage dans le Prime, OK? Radio Pirate. Making history again.